Es una revolución de masa, pero es pacífica. Je vous ai compris. Less than a teaspoon of dry anthrax. FBI Berliner. A broad-based assault on the forces of Islam. I still have a dream. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Avec nos dirigeants et nos médias mainstream va-t-en-guerre, nous avons plus que jamais besoin de médias alternatifs sérieux. Soutenons-les. Nous reprenons donc pour cette deuxième partie d'émission sur le thème de la Côte d'Ivoire avec le bombardement de Bouaké en 2004. Bouaké qui est un camp militaire français en Côte d'Ivoire. Il y a eu de nombreux morts, 9 militaires français de mémoire et une cinquantaine de blessés. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Écoutez, les choses sont très simples dès le départ. C'est que le président Gbagbo envisage donc de récupérer le nord, comme ça a été dit par Bernard tout à l'heure. Le pays était divisé en deux. Évidemment, avec cette fameuse zone tampon, ce qu'on appelait la zone de confiance, qui était en fait sous contrôle de l'armée française pour empêcher effectivement des affrontements, disait-on, entre le nord et le sud. Donc, le président Gbagbo, qui est d'un côté pressé d'aller aux élections, par la communauté internationale et tout le monde qui dit qu'il ne veut pas aller aux élections, et la nécessité pour aller aux élections de recouvrer l'intégralité territoriale. Le président Gbagbo décide donc de reprendre la main sur le nord pour pouvoir aller aux élections, et le président Jacques Chirac n'est pas tout à fait d'accord avec cette initiative. Donc, il y a un entretien entre le président Chirac et le président Gbagbo sur la question, qui se termine très très mal, à peu près violemment, parce que pour le président Chirac, le président français, le président Gbagbo ne doit pas mener ce genre d'opération, alors qu'il est en toute légitimité pour le faire sur son pays. Finalement, il y a donc cet incident, 2 jours après le début des offensives militaires de l'armée ivoirienne pour récupérer donc le nord du pays. C'est une offensive qui marchait bien, hein. Il était vraiment en train de reconquérir. Oui, elle a marché très très bien, et j'avais eu quand je menais l'enquête une des personnes qui participait au bureau de l'état-major des forces aériennes qui travaillait pour la préparation de l'offensive, qui disait que l'une des préoccupations centrales du commandant des forces aériennes, c'était de dire qu'il ne faut surtout pas toucher aux Français pendant l'opération, que le but c'est de viser la rébellion, et les objectifs étaient les objectifs militaires de la rébellion. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté au niveau de la préparation et de la mise à exécution de l'opération. Il se trouve tout simplement que les 2 premiers jours, les choses se sont très bien passées. Et puis, comme les avions étaient pilotés par les pilotes biélorusses. Là, vous parlez des 2 avions qui ont bombardé le camp français. Oui, c'est ça. Étaient pilotés donc par les Biélorusses. Et donc dans la soirée du 6, évidemment, le bombardement a lieu contre le camp militaire français. Et très rapidement, sans avoir le temps de saisir le président Gbagbo pour savoir pourquoi le camp militaire français a été bombardé, la ministre de la Défense, Mme Michèle Alliot-Marie, déclare devant la presse que le président Gbagbo porte la responsabilité de ce qui s'est passé là-bas. Bon, une formule apparemment ambigu, mais suffisamment explicite pour désigner le coupable du bombardement. Donc finalement, je me rends compte, pour résumer les choses très facilement, c'est qu'une fois que les Biélorusses sont revenus, parce que le pilote avait dit plusieurs fois qu'il y avait des gens qui étaient sur les lieux, donc les militaires français, on lui a dit non de bombarder. Bon, ils sont repartis donc dans le hangar, donc l'aéroport militaire à Abidjan.
et ils ont été extradés. Ils ont été extradés exfiltrés vers le Togo. Donc j'ai, pendant mon enquête, un entretien avec le ministre de l'Intérieur du Togo qui, pendant plusieurs jours, demande parce qu'ils ont interpellé ces gens, et ils se sont rendus compte que leur identité posait problème et les motifs de leur voyage sur le territoire togolais. Et donc le ministre de l'Intérieur a saisi le STIP, donc qui dépend du ministère de l'Intérieur, a saisi la DGSE, le représentant de la DGSE qui était à Lomé, a saisi également le ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Et toutes ces institutions ont refusé de faire extrader les Biélorusses en question. Ou même de les interroger sur place. Ils ont été interrogés par la police togolaise, mais les dirigeants français ne voulaient pas s'en occuper. Et l'un des arguments phares qui a été l'argument de défense de Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense à l'époque, c'était de dire qu'il n'y avait pas de texte légal permettant de rapatrier ces gens, ce qui est totalement faux, parce qu'il y avait un texte sur le mercenariat qui avait été signé, le décret d'application était sorti d'ailleurs en 2003, le texte Pelcha, qui permettait effectivement de ramener les gens qui étaient mêlés dans des activités de mercenariat, parce que c'est comme ça que cela a été désigné par rapport à ces Biélorusses, les ramener en France pour examiner ce qui s'est passé. Alors j'ai résumé ce que vous avez dit et je vais rajouter un élément, je pense qui est central. Donc, Gbagbo lance une offensive. 2 jours plus tard, le camp militaire français est bombardé. Oui. La France accuse tout de suite Gbagbo. Le président Gbagbo. Alors que... Sans essayer d'avoir une discussion avec lui pour savoir ce qui s'est passé. Les pilotes biélorusses qui ont été vus décoller d'Abidjan et qui ont bombardé effectivement le camp de Bouaké, pour le moins, leur parcours est peu clair. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la première décision de Chirac suite à ce bombardement de Bouaké, c'est de détruire l'aviation ivoirienne qui permettait justement la reconquête du Nord. C'est quand même un élément central. Exactement. Et donc, une fois que cette opération est menée, il va arriver évidemment l'histoire de l'hôtel Ivoire. Mais pour rester sur le bombardement de Bouaké, ce qui est intéressant, et moi qui va attirer mon attention dans cette histoire, c'est de savoir quel est l'intérêt du président Gbagbo de demander à bombarder le camp militaire français lorsque la consigne qui a été donnée, c'est d'éviter un affrontement avec la France. Et cette consigne est donnée depuis que les forces licornes sont à Abidjan. Il y a eu plusieurs incidents qui ont toujours amené le président Gbagbo à éviter d'avoir un affrontement militaire avec la France. Oui, un affrontement militaire avec la France, parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens militaires de faire un combat avec la France. Mais en même temps, il sait que la stratégie qui est mise en place avec la rébellion vise quand même à le dégommer du pouvoir. Donc finalement, je discute avec des officiers français quand je leur dis, mais pourquoi vous êtes retrouvés après le bombardement du camp militaire français de Bouaké devant la résidence du président? Ils me disent c'est une erreur topographique. Bon, l'erreur topographique est incompréhensible pour des officiers français qui sont en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, qui connaissent la géographie de la ville par cœur. Une fois que Michel Alliot-Marie fait cette déclaration publique, eh bien, la juge, Madame Brigitte Reynaud, qui était en charge du dossier, que j'ai rencontrée, qui m'a expliqué comment elle a eu des difficultés à obtenir la déclassification d'un certain nombre de documents. Donc, le rapport de l'ambassadeur de France à l'époque, M. Le Lidec, au moment de cette histoire, on se rend compte que non seulement la France ne veut pas déclassifier ses propres documents, puisque la justice française a été saisie, non pas par les Ivoiriens, mais par les familles des militaires français qui veulent savoir pourquoi ce bombardement a eu lieu, pourquoi les soldats français sont morts. Et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête après? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Il faut rappeler, pour la circonstance, que pendant 45 jours, les forces françaises, les forces spéciales françaises qui étaient sur place, ont interdit l'accès aux enquêteurs ivoiriens sur le site. Ce qui était tout à fait aberrant, puisque la France a un rapport, des rapports de coopération judiciaire avec la Côte d'Ivoire signés depuis 1961, et que ces accords de coopération judiciaire ont marché lors de l'assassinat du journaliste français Jean Hélène.
la Côte d'Ivoire avait fait une enquête qui était très propre, reconnue par les Français, pas de discussion. Donc on ne comprend pas pourquoi ce qui a marché au moment où le journaliste français a été assassiné ne marche plus avec le bombardement du camp militaire de Francis Bouaké. Au total, à l'issue de l'enquête du juge, donc tous ces obstacles sont là, mais quand j'accède à une partie du dossier judiciaire, parce que j'avais discuté avec Maître Balland, et je me rends compte que pas une seule fois, dans l'audition de Michel Alliot-Marie, elle prononce le nom de Gbagbo. Alors qu'il était établi publiquement, officiellement, que c'était Gbagbo qui était responsable du camp militaire français. Alors je précise que Maître Balland accuse publiquement Michel Alliot-Marie et d'autres responsables de l'époque d'avoir menti, sous serment quand elle a été interrogée. Absolument. Et d'ailleurs, la Cour de justice de la République a justifié le mensonge de Michel Alliot-Marie, ministre de la République, en disant elle n'a pas menti volontairement, alors que la Cour de justice de la République n'avait pas été saisie. Elle a menti par omission. Elle n'avait pas été saisie pour justifier le mensonge, mais pour savoir si ce qui s'était passé est exact ou pas. Donc, on se retrouve devant une situation où le président Gbagbo est accusé d'avoir bombardé le camp militaire français, les familles des Françaises demandent la vérité sur les morts, et les dirigeants français font tout pour faire obstacle à la découverte de la vérité. Pour abonder dans ce que vous venez de dire, précisons également que Michel Alliot-Marie avait témoigné, donc a été interrogé devant un tribunal militaire qui a été dissolu. Ce tribunal n'existe plus depuis. C'est terrible. Pourquoi? Parce que, en fait, en analysant cette question, je me suis rendu compte d'une chose. Les Biélorusses, pourquoi la France ne les a pas arrêtés pour les extrader? Parce que les Biélorusses sont ceux qui ont la clé de celui qui a donné l'ordre de bombarder le camp militaire. Et donc, si ces gens venaient à dire que ce n'est pas le président Gbagbo, ils devraient dire qui a donné l'autorisation. Et il me semble que l'autorisation ne serait jamais venue de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour cette raison, et pour cette raison uniquement, que l'avocat des militaires français, Maître Balland, a beaucoup de difficultés depuis plusieurs années à obtenir non seulement de faire entendre M. Dominique de Villepin et puis Mme Michel Alliot-Marie sur les raisons pour lesquelles ils ne disent pas la vérité sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est une tragédie aujourd'hui qui est une tragédie française, qui n'est plus une tragédie ivoirienne. C'est quand même 13 ans. Hein. Oui. Donc je voudrais juste pour finir sur cette histoire-là, dire que ça, c'est un échange que j'ai eu avec la juge. Je pense aujourd'hui, je peux le dire tranquillement. À l'époque, j'ai beaucoup hésité à le dire. Elle m'a dit que les Ivoiriens ont commis une erreur de ne pas vouloir poursuivre la France sur toute cette histoire. Parce que le président Gbagbo, encore une fois de plus, pour ne pas être celui qui est le mal absolu, a évité que la France soit poursuivie sur les événements qui concernent le Tel Ivoire où les jeunes Ivoiriens ont été tués par l'armée française. Il y a eu un documentaire de Canal+, il y a eu énormément de témoignages. Moi, j'ai reçu des témoignages à la fois du côté français et du côté ivoirien, mais il y a aussi des experts de l'université de Pretoria, les Sud-Africains, qui avaient fait un rapport mais très accablant contre l'armée française sur le fait qu'ils ont tiré délibérément sur des enfants qui étaient désarmés. Ils n'étaient pas en position de guerre contre l'armée française. Donc, si vous voulez, cette forfaiture qui a été commise par les dirigeants français en Côte d'Ivoire, je persiste à dire que, les Ivoiriens ont eu tort de ne pas demander des comptes de façon légale à la France pour qu'elle réponde de ces responsabilités-là. La deuxième chose, c'est que les dirigeants français ont tort de ne pas vouloir faire la lumière sur cette histoire. Parce qu'à un moment donné, ne pas vouloir faire la lumière sur cette histoire signifie nécessairement entretenir de très mauvais rapports entre la France et l'Afrique pour de longues durées. C'est une forme de complicité avec ces crimes. Merci. Oui, bien sûr, Bernard. Tout ce qu'a dit Charles, c'est exactement ce qui est arrivé. Mais pour illustrer et confirmer ce qu'il a dit, moi, je suis le témoin, et peut-être le seul au monde, quelques jours après le bombardement, parce que le jour du bombardement, je suis aux États-Unis pour des raisons privées. J'entends sur CNN que 9 soldats français ont été tués. J'ai une réaction immédiate. Je ne suis pas encore un conseiller de Gbagbo et tout, mais je me dis c'est pas possible que ce soit la Côte d'Ivoire. Et j'appelle un journaliste français qui est un ami de François, et je lui dis attention, avant d'écrire,
Parce qu'un mercenaire, on lui donne 100 pour faire un truc, on lui donne 200, il fait le contraire. Et je rentre à Paris et je file à Abidjan, alors que tout le monde avait quitté Abidjan, soi-disant. Et je passe par Conakry et j'arrive à Abidjan un soir, quelques jours après le bombardement. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec l'adjoint de Poncet, qui est le général Tonnier. Et je lui dis, c'est quoi cette histoire? Il me dit, je peux vous dire, nous, Gbagbo, pour nous, il est pour rien. On est quelques jours après. Hein. Il est pour rien, mais on n'a rien compris. Quand on savait que les Ivoiriens voulaient reconquérir le Nord, le général Mangou est venu nous voir. Enfin, il n'était pas général à l'époque, il était colonel-major, mais était le chef des opérations terrestres. Et il dit, on va reconquérir le Nord, voilà ceci, cela. Et Tonnier me dit, il me montre des cartes d'état-major, il me dit, voilà la position de la France sur la zone de confiance. Et on leur dit, vous passez là, là et là, et on ne vous verra pas. Pas vu, pas pris. Et il dit, le jeudi, le vendredi, ils bombardent. Très bien. Le samedi, on apprend qu'on a 9 morts. Avec Poncet, on se réunit tous les deux et on réagit en militaire. Et c'est là qu'il y a la phrase qui change tout. Il me dit, on a pris une décision de militaire, on casse tout ce qui vole, hélicoptères, avions, etc. Et après, on verra. Et il a vu, parce qu'il me dit, dans les 30 minutes, on a reçu un coup de fil de Chirac et de Benteja, et on s'est fait engueuler. Imaginez quelqu'un qui arrive de France. Tous les journaux écrivent « Chirac a cassé les avions ». Chirac n'a jamais demandé à casser les avions en premier. C'est ça le problème. Pourquoi? Il explique très bien que Chirac a eu le coup de téléphone avec Gbagbo, que Gbagbo m'a raconté plusieurs fois, et dans lequel Gbagbo raccroche en disant à Chirac, vous ne parlez pas à un président, je suis un président, vous êtes un président, je ne suis pas là pour vous insulter, vous n'avez pas à m'insulter, puis il fait le geste de raccrocher. Donc, il dit, à partir de ce moment-là, Chirac a dû monter dans les tours, et Villepin, à mon avis, qui est le cœur du problème, ils ont dit, on va régler le cas de Gbagbo. Il va bombarder, on va le laisser bombarder, et le samedi, on va le piéger. Et le samedi, il y a les militaires, et ça c'est les auditions devant le tribunal militaire, devant le procureur, le juge d'instruction, Brigitte Reynaud et les autres. Les militaires disent, les avions passent et repassent 2 fois, et ne visent qu'un bâtiment, le Metz. Et sur ce bâtiment, ils disent, pour la première fois depuis qu'on était dans la caserne, il y avait marqué un panneau, ce bâtiment sera fermé exceptionnellement toute la journée. Pour travaux ou pour entretien? Il sera marqué, c'est ce qui a marqué dans les auditions. Et il y en a d'autres qui disent, tir très précis, seul bâtiment visé, etc. Et il y en a un qui rajoute, on était très surpris, parce que le colonel d'Estremaux, qui commandait la base, nous avait dit la veille, les Ivoiriens vont bombarder, mais nous, on n'est pas concernés. Nos états-majors ont rencontré l'état-major ivoirien, qui leur a garanti qu'on n'aurait aucun problème. Donc pour nous, on voyait passer les avions, pas de souci. Et ils sont bombardés. Et c'est là qu'il y a eu les morts, parce que les gars, ils se sont abrités derrière la patame qui était à côté, et ils ont tout pris sur la tête. Bon, moi, je ne comprends pas quand le général me dit, les avions, on les a cassés de nous-mêmes. Je dis rien, je rentre chez moi. En 2012, je rencontre pour la première fois Ballan. C'est là que je lis les auditions. Et c'est là que je vois cette histoire de bâtiment fermé. Et dans ma tête, ça fait le tilt. Ils bombardent un bâtiment fermé. Chirac appelle Abidjan en disant « Allez chercher Gbagbo, il a attaqué la France ». Mais en cassant les avions en dehors de la chaîne prévue de l'opération, ils envoient les patriotes dans la rue. Et si vous avez 1 million de gars dans la rue, vous pouvez chercher Gbagbo à la résidence. C'était très simple. Et je finis juste avec ça. C'était avant la préparation, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, je fais une émission à Télé Sud. Et j'ai un ami d'Abidjan qui m'a dit, j'ai mon demi-frère qui habite Paris, il aimerait bien te rencontrer, etc. Je dis, qu'il vienne me voir. C'était au café de l'université, rue de l'université, il s'appelle l'université, juste derrière la rue Cognac-Jet. Et je rentre dans le bar après l'émission, je rencontre le demi-frère de mon ami, et il y avait un Européen avec lui. Il me le présente, Olivier, je dis bonjour monsieur. Puis on raconte, et puis je raconte cette histoire de Bouaké. Et le monsieur me dit très calmement, parce que je lui dis, la juge française, elle a été s'approcher du soleil, comme a dit Charles, et Alliot-Marie l'a virée. Et le monsieur me dit tranquillement, mais monsieur Houdin, je crois que vous avez totalement raison.
parce que la juge dont vous parlez, c'est mon épouse. Bah, je suis resté... j'avais tapé dans le mille. Voilà l'histoire. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça va hanter les Français. Et j'ai dans ma sacoche, parce que je vais l'envoyer à quelqu'un, la copie de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de justice de la République, qui fait 11 pages, au nom des familles des soldats émises par Balland. Et enfin, qui sont défendus par Balland. Et également, on ne le sait pas aussi, mais il ne fait pas beaucoup de bruit dans cette affaire-là, Dupond-Moretti. Ah bon? Oui, c'est un des avocats, mais c'est bizarre que... Il fait du bruit sur beaucoup de choses sur celle-là, alors qu'il a un sujet en or. C'est ça, voilà. Et la juge Kéris, donc, a fait le renvoi il y a à peu près quelques mois, 8-10 mois. Et dans l'ordonnance, on reprend tout ce que dit Charles, et elle dit, il y a connivence. On ne peut pas dire que c'est eux qui ont bombardé. Elle parle du ministre de la Défense, des Affaires étrangères, parce qu'ils ont été en connivence, les Affaires étrangères, qui étaient Michel Barnier et Villepin. Et elle dit, on ne peut pas dire qu'ils ont bombardé, mais on peut dire de façon certaine et définitive qu'ils ont tout fait pour exfiltrer les gars qui pilotaient les avions. Et donc, ils deviennent co-auteurs d'un assassinat. Et s'ils vont à la Cour de justice, c'est entre 5 et 10 ans de prison. C'est très grave. Je veux juste une chose sur le terrain. Oui. Sur le terrain. On parle de connivence, c'est pour ça que je rebondis sur le mot. Mais sur le terrain, la connivence, c'était pas de la connivence, c'est que quand vous alliez sur les bases, sur les militaires, où il y avait les avions ivoiriens, il y avait l'armée française. Qui était présente. Bien entendu, les pilotes, le personnel biélorusse, les Ivoiriens étaient au contact quotidien, avec des réunions quotidiennes avec l'armée française. Ils étaient écoutés par l'armée française. On savait à quelle heure ils allaient faire pipi, combien de bières ils avaient bu et avec qui ils dormaient. Okay, donc, c'est impossible que ça n'ait pas été connu parce que sur le terrain, c'était physique. Ils étaient totalement imbriqués. Totalement imbriqués. Et pour finir, en parlant justement de cette imbrication, il y a deux choses. Il y a les images où on voit les avions qui viennent à Yamoussoukro, parce qu'ils étaient partis de Yamoussoukro. Ils sont filmés en train de descendre des avions. Et il y a un pilote biélorusse qui passe devant un soldat français qui le salue, bien sûr, sur le tarmac. Mais c'était quotidien. Quotidien. Et il y a eu récemment un film qui a été fait sur ces événements-là, ce qui est passé sur une chaîne de télé, je ne sais plus si c'était M6, Arte. Et la journaliste s'appelait Marina Latsou, a interrogé un officier ivoirien de l'armée de l'air qui était l'interprète parce qu'il avait fait ses études à Moscou. Donc il parlait russe, et il était l'interprète entre l'armée ivoirienne et ces fameux pilotes. Et il explique que les gars, ils ont été pris, embarqués, disparus et tout. Non, ce témoin-là, j'ai eu de longues discussions avec lui. Mais juste... il a, pour corroborer ce que tu dis, c'est que les militaires français étaient venus encercler le hangar. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Que juste après le bombardement, les militaires français ont encerclé leur hangar. Et donc, ils ont mis les Biélorusses d'un côté, les Ukrainiens de l'autre. Et les Biélorusses ont été ramenés immédiatement à l'ambassade, au consulat russe, pour partir. Alors que les Ukrainiens qui étaient restés sur place, eux, leur cas était, sauf les pilotes. Mais il semblerait que, et sur la recommandation du Quai d'Orsay, c'est-à-dire c'est le ministère français des Affaires étrangères qui a pris les suspects arrêtés par les militaires français, les a remis au consulat russe pour qu'ils quittent le territoire ivoirien pour rentrer. Mais cet officier, juste pour finir, il faut vraiment finir. Il faut finir avec cet officier russe. Ça s'est passé il y a quelques mois, cette interview. Le film est passé à la télévision française quelques jours après. Moins d'une semaine après, on a retrouvé l'officier mort. Mort, oui. Juste une chose sur les poursuites qui auraient pu être engagées par la Côte d'Ivoire. Moi, j'en ai parlé avec le président Gbagbo en prison. Et dans son souci, dans un pays qui était déjà coupé en deux, qui était en guerre, qui était divisé, qui avait des interventions extérieures puissantes dans l'ombre, et même son grand souci, c'était le maintien de l'État. Or, un pays coupé en deux, déjà petit, qui n'a aucune audience internationale pour s'attaquer à une action de justice, c'est un point de vue d'une juriste peut-être valable, mais dans la position où il était, c'était pas valable. Ce qui comptait d'abord, c'était le maintien de l'État et sortir
de tout ça en position de force, puisque là, à ce moment-là, la France était apparemment en position de faiblesse. Tout à fait. Voilà. On va clore sur Bouaké parce que on a tous compris, en tout cas, que ça a servi à noircir encore un peu plus l'image de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il faut revenir à lui, est aujourd'hui emprisonné depuis 6 ans à La Haye. Est-ce que vous pourriez expliquer, M. Maté, qu'est-ce qui se passe à cette CPI? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous qui avez assisté aux audiences, au procès. Voilà. Ne serait-ce que le transfert aussi, Olivier. On n'a pas parlé du transfert. Oui. L'arrestation, le transfert. D'abord, commençons par le transfert. Oui, l'arrestation, on en a parlé. À La Haye, voilà, mais aussi, et puis ensuite. L'arrestation. Comment se passe ce procès? On est resté à la résidence. L'arrestation, il est transféré à l'hôtel du Golfe, enfermé dans une chambre. Les barons de l'autre régime qui se met en place viennent un petit peu jouir de la vue, c'est-à-dire Soro, Bakayoko, ils viennent le voir dans sa chambre, et on lui dit en fait d'être gentil, sinon il va être brutalisé. On le lui dit, Soro le lui dit. Ça, c'est le récit de Laurent Gbagbo. Oui. Laurent Gbagbo m'a raconté ça pour dire qu'on lui a dit il faut être gentil, il faut pas faire de... On va t'emmener, parce que Soro lui dit on va t'emmener à Korogo. Donc Gbagbo lui dit pourquoi Korogo? Parce que j'y ai une maison, dit Soro. Et Gbagbo a dit mais moi j'ai une maison ailleurs, à Mama ou à... Bon, donc bon, là, il sera très bien, etc. Puisqu'évidemment il se tutoie. Et là, on le prend très très brutalement. Et on l'emmène jusque dans du pays, à Korogo, où il est enfermé dans une maison avec les fenêtres closes, avec son médecin, et où on n'ouvre la porte que pour lui donner à manger, sans savoir d'ailleurs s'il ne va pas être empoisonné. Il est totalement isolé du monde, sous une fiction, c'est que l'ONUCI garantit sa sécurité, alors qu'en réalité ce sont les troupes de Faufier, qui est un rebelle qui s'occupe de tout. Donc il est là, et il raconte qu'il a pensé qu'à ce moment-là, il allait mourir, et qu'on allait le faire mourir à petit feu, ou l'empoisonner, ou que... Donc ce qui intervient à un moment donné, c'est qu'il est convoqué. Il ne sait pas qu'à Paris, le 24 novembre, donc il a été arrêté le 11 avril. On est en novembre, ça fait déjà un moment qu'il est en train de croupir là-haut. Ouais. En novembre, le 24 novembre, il y a eu une réunion à Paris entre Ouattara, Sarkozy et Ocampo, le patron de la CPI, pour sceller l'opération de transfert à la CPI. Ah, voilà. Ça, ce sont les fameuses révélations de Mediapart, là. Non, Mediapart parle, confirme, documente plutôt, parce que ça, en réalité, on savait tout. Ce que ça a apporté, Mediapart, c'est que ça a documenté la chose avec... On a vu un document émanant du Quai d'Orsay, voilà. Et voilà, c'est ça qui... Mais il y a eu une réunion à Paris le 24 novembre. Ocampo est rentré de Libye, où il était en train d'essayer de faire transférer le fils Kadhafi. Il est rentré parce qu'il a su qu'à Paris, on pouvait clore l'opération Gbagbo. Il était très, très, très content de ça. Il est arrivé avec... On l'a vu sur des interviews, il était très heureux de cette nouvelle. Donc ça, on est le 24 novembre. Là-bas en Afrique, à Korogo, on avertit Gbagbo qu'il va être transféré au tribunal du coin, là, de Korogo, pour juger de ses crimes économiques. Il avait été accusé de crimes économiques, de choses comme ça, qui concernent les crimes internes, entre guillemets. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Or, j'essaye de vous faire les choses très courtes, mais on s'aperçoit, ces avocats arrivent 600 km de route très dangereuse d'Abidjan. Ces avocats ivoiriens arrivent d'Abidjan à Korogo, et ils s'aperçoivent qu'à Korogo, et c'est là qu'on comprend, et que Gbagbo a compris, et il le raconte, il dit qu'il a compris là, le piège, il y a les greffiers et les magistrats de la cour d'appel d'Abidjan. Or, il n'y a que la cour d'appel qui puisse ordonner le transfert à la CPI. Et ils sont à Korogo. Donc, le procès commence, les avocats ont beaucoup de mal à parler, il y a des kalachnikovs partout. Gbagbo est très fatigué. Et ce qu'il voit, c'est qu'à un moment donné, donc ça on se trouve le 28 novembre. Le 28 novembre, ils se sont réunis à Paris le 24. Le 28 novembre, le procès commence. Et il y a quelqu'un qui arrive, un magistrat, et qui dit, qui parle d'ordonner le transfert à la CPI. Donc les avocats défendent le fait qu'il faut aller à Abidjan parce que c'est du ressort de la cour d'appel. Ils disent c'est pas la peine, ils sont là.
C'est ça. Voilà. C'est beau. Gbagbo comprend, il dit les avocats ont été très courageux, mais ils ne pouvaient rien faire. Il l'a mis dans une voiture, on lui dit qu'on l'amène à l'aéroport pour l'amener, je ne sais plus, à Abidjan. Et en réalité, l'avion décolle et il se retrouve à La Haye. C'est un enlèvement pur et simple. Il est en chemisette, il est en sandales, chemisette. Et il est, voilà, et il arrive à La Haye. À 3h du matin. 3h Ça bien clair, c'est en dehors de toute procédure, en fait. Oui, mais c'est en dehors de toutes les procédures internationales, même des procédures ivoiriennes, puisque normalement ça passait par la cour d'appel. La cour d'appel. Qui La cour d'appel, on l'a amené sur place. Oui, on ne peut pas elle n'est pas itinérante, quoi, la cour d'appel. Non. Je vais, avant de donner la parole à Charles qui voulait intervenir, préciser, ça s'est passé complètement de manière illégale par rapport au statut de la CPI. Puisque la Côte d'Ivoire n'était pas signataire de la CPI. Oui, bon, je laisserai ça là. Je vais dire juste un petit élément qui me paraît un élément capital pour la compréhension de l'enchaînement des choses. C'est que, bon, moi j'étais encore en train de faire mon enquête sur le livre. Je reçois donc, j'avais un ami qui travaillait dans un cabinet d'avocats à Paris. Il se trouve que dans ce cabinet d'avocats, c'est là qu'on a préparé l'acte d'accusation du président Gbagbo. Et à l'époque par deux avocats qui servent les intérêts de M. Alassane Ouattara. Donc j'ai pris les éléments de l'acte d'accusation pour la CPI. On est au mois de mars, c'est-à-dire que le président Gbagbo n'est pas encore renversé. Il est toujours en Côte d'Ivoire. Bon, il n'est même pas emprisonné. Je prends donc ce document que je communique. J'en avais parlé à Bernard à l'époque. Je communique ça à certains de ses avocats. Je ne sais pas quel est le travail qui est fait, mais pour parler, comme je disais tout à l'heure, que les fautes dans ce genre de situation sont aussi du côté africain. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le niveau de sérieux qu'ils ont pris, qu'ils ont eu à avoir. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient le faire. Ils n'ont pas fait ça pour la forme ou pour un jeu. Pourquoi j'ai d'ailleurs envoyé ce document? C'est parce que moi, j'avais déjà enquêté plusieurs années auparavant sur M. Ocampo lorsque je travaillais sur le Soudan. Et j'ai vu avec beaucoup d'amusement les révélations de Mediapart. Moi j'avais publié ce qui était Ocampo, mais très solidement depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé à La Haye pour rencontrer le président Gbagbo. J'ai fait la demande. Je suis le seul journaliste qui n'a pas rencontré le président Gbagbo sur demande. Pourquoi? Parce qu'au Ocampo, j'ai le document qu'ils ont envoyé. Ils ont mis 1 mois pour trouver un article complètement ridicule qui interdisait les chercheurs et les journalistes de rencontrer, alors qu'il y avait pas mal de journalistes qui rencontraient le président Gbagbo, un ancien journaliste de Jeune Afrique qui venait raconter à RFI qu'il a rencontré. Mais moi, j'ai été le seul, pour une raison très objective, parce que j'avais enquêté sur Ocampo. Donc, ils se sont dit, celui-là qui a publié le livre sur le coup d'État sur le président, il ne peut pas aller rencontrer. S'il va rencontrer le président Gbagbo, c'est encore d'autres choses. Donc, je clôt ce truc-là, mais pour montrer que j'ai été stupéfait de voir des gens stupéfaits que le président Gbagbo était transféré à La Haye. Parce que je connaissais très bien les pratiques du président Ocampo, du procureur Ocampo, par rapport au président du Soudan, qu'il y avait eu un rapport en 2005 des Nations Unies qui disait que le président al-Bashir n'avait commis aucun génocide au Darfour, mais M. Ocampo a construit un dossier judiciaire sur le président du Soudan pour demander son arrestation et il a lancé des mandats d'arrêt internationaux sur cette histoire-là. Et ça, ce sont des techniques qu'il utilisait déjà depuis longtemps quand il était encore l'avocat du célèbre footballeur américain Diego Maradona. Donc, j'avais tous ces éléments et je me suis dit, avec l'anticipation nécessaire, il faut que les gens prennent des dispositions parce qu'ils vont le faire. Et j'ai insisté, mais finalement, ça n'a pas été pris au sérieux. Et on en est là aujourd'hui. Charles, j'insiste sur ce que je viens de dire juste avant, quand même, c'est que ce qui s'est passé, c'est contraire au statut même de la CPI. C'est contraire au statut de la CPI et c'est contraire au droit ivoirien. Oui. Pour confirmer ce que disait François, j'ai ici ce qu'on a retrouvé dans l'ordinateur d'Ocampo, où il y a, c'est pas le 24, mais c'est le 26, mais c'est exactement la même chose, visite, meeting avec M. Ouattara à 11h30 et à 15h, meeting avec M. Gompertz, ministère des Affaires étrangères françaises, directeur Afrique du ministère, meeting avec XYZ, retour à La Haye. Et ça, c'est le samedi, et le mardi, Gbagbo est transféré. Pour résumer le transfert. Et ça, c'est dans les emails. Je ne vais pas tous les lire, mais j'en ai un énorme paquet. Et ça vient de l'ordinateur d'Ocampo. Hein. Donc c'est pas moi qui l'invente. Avant
puisqu'il dit dès le mois de mars, les deux avocats, Mignard et Benoît, travaillent sur le transfert. Et le jour même de l'arrestation de Gbagbo, il y a le fameux mail qui est révélé par Mediapart, où ils disent il faut arrêter, Ouattara dit il faut garder Gbagbo. Et pour le garder, il faut l'arrêter. Ils ne l'ont pas encore arrêté, qu'ils veulent déjà le garder. Et il dit surtout il faut qu'un État de la sous-région saisisse la CPI. Parce qu'il y a tout un débat juridique où les Français, même l'ambassadeur de France à l'époque aux Nations Unies, dit on ne peut pas. Et même le Conseil de sécurité ne peut pas, parce qu'il y a par exemple il y a l'ambassadeur indien qui il le traite d'hystérique. Dans le texte de l'email, l'ambassadeur français traite l'ambassadeur indien d'hystérique pour empêcher Gbagbo d'aller à La Haye, en disant on ne peut pas transférer quelqu'un qui n'est pas un État membre du statut de Rome. Et ils vont utiliser une lettre que Gbagbo avait demandé d'écrire à l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui depuis est décédé, qui s'appelait Mamadou Bamba, qui était ministre d'origine PDCI d'ailleurs, à l'époque, parce qu'Ocampo voulait, soi-disant, enquêter sur les crimes des rebelles dans le Nord, en 2003. Ils ne sont jamais venus. Ils ont eu la lettre, ils ne sont jamais venus. Et ils se sont servis de cette lettre-là. Or, en décembre 2003, le Conseil constitutionnel ivoirien a établi un document, j'ai la copie du Conseil constitutionnel, au 17 décembre 2003, en réponse au président de la République, Laurent Gbagbo, qui demande une étude de la compatibilité entre la Constitution ivoirienne et le statut de Rome. Parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire avait signé le statut en 1998, mais il ne l'avait pas ratifié. Or, c'est la ratification qui compte. Et au terme de l'étude du Conseil constitutionnel, qui a valeur de la chose absolue, article 1, le Conseil décide le statut de Rome de la Cour pénale internationale est non conforme à la Constitution du 1er août 2000. Donc, c'est bien sous ce régime-là que les gens de France, de la CPI, etc., ont essayé de contourner. Et jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de contourner. Et la seule chance qu'ils avaient, c'était soit le Conseil constitutionnel, soit un pays de la sous-région. Ils ont sollicité le Burkina, le Nigeria, etc. Personne ne l'a fait. Le Conseil de sécurité, pour la raison que j'ai expliquée avec l'Indien, ne l'a pas fait non plus. Donc le transfert de Gbagbo à La Haye est totalement illégal. Totalement illégal. Mais c'est une pratique récurrente de la CPI, et c'est pour cette raison que moi, je suis stupéfait de voir la FIDH et plusieurs autres organisations des droits de l'homme qui soutiennent la CPI, alors que le Soudan est dans le même cas. Le Soudan n'a jamais signé ni ratifié le traité de Rome, mais il y a un mandat de la CPI qui vise le président de la République du Soudan. Mais c'est une aberration sur le plan juridique. Là, on est quand même dans une... On a l'impression, en tout cas, dans une continuité de rapports coloniaux, finalement. Puisque ces pays ne sont pas considérés non seulement un rapport colonial, mais c'est un souverain. piétinement du droit. Parce que, je vous ai lu le document du Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire a fini par ratifier. Et quand vous allez à La Haye, vous avez la liste des dates de ratification par pays. Elle a ratifié le 15 février 2013. Donc, M. Ouattara a commis une forfaiture juridique en tant que chef de l'État, défenseur, qui doit défendre le droit ivoirien, le Conseil constitutionnel, alors que la Constitution le lui interdit, puisque c'était la décision du Conseil. Il n'a changé la Constitution qu'en 2015. Et il a signé en 2013. Non, c'est une forfaiture. Et quand on parle du Soudan, il y a encore mieux, parce que dans les emails, il y a les emails sur le Kenya. Et là, c'est l'horreur absolue, on peut dire, au niveau du droit. Et les journaux kenyans ont publié ça à partir de juillet-août 2017. Qu'est-ce que disent les emails d'Ocampo? Ils disent, d'abord, on va attraper Kenyatta avant les élections. Et il dit, on va monter un dossier, et comme le texte est en anglais, il y a marqué contrive. Contrive, quand vous cherchez en français, c'est controuver. Controuver, ça veut dire faire quelque chose de faux dans l'intention de nuire. Donc il y a une volonté délibérée. Il monte le dossier et il dit, on va laisser passer les élections, il va les perdre, et après, les nouvelles autorités arrêteront, comme il dit dans le texte, the bad guy. Ils disent même pas Kenyatta, ils disent the bad guy. Oui, d'accord. Mais c'est dans le texte, ouais, je raconte rien, j'invente rien. C'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Kenyatta a gagné. Mauvaise pioche. Ocampo quitte la CPI. Un des premiers actes d'Ocampo en quittant la CPI, quelques mois après, c'est de faire un mail à Bensouda, cher Fatou, il faut trouver la solution pour sortir Kenyatta par le haut.
qu'est-ce que fait Fatou Bensouda? Elle va au tribunal, elle dit « j'ai plus assez de témoins, j'abandonne le cas ». Le Campo. Fatou Bensouda, procureur de la oui, CPI. que je connais bien parce qu'elle était en Gambie en ministre. Quand moi j'ai passé 10 mois en Gambie, c'était mon ministre référent. Ça date de 18 ans, donc on se connaît très bien. Okay. Voilà le cas du Kenya. Et il va se passer la même chose sur la Côte d'Ivoire à un moment ou à un autre. Il va falloir qu'ils abandonnent. Parce que sinon, c'est la Cour pénale elle-même qui va disparaître. On doit avancer. Donc, on voudrait votre témoignage, M. Mattei, sur ce à quoi vous avez pu assister à la CPI et expliquer un peu ce qui se passe là-bas comme procès. Ce qui se passe, c'est qu'il y a... Parce que c'est très peu et mal médiatisé. Il y a des filets... Oui, mais c'est pas médiatisé du tout. C'est ça. Voilà. Parce que c'est un procès extraordinaire, d'une certaine façon, dans la mesure où il y a eu... On va être à 80 témoins à charge. Le dernier arrive là en janvier. On peut dire, sans caricaturer, que la majorité des témoins à charge sont retournés contre la mission qui leur a été dévolue. C'est-à-dire que certains ont quasiment et complètement défendu Gbagbo, alors qu'ils étaient là pour le démolir. Il y a des témoins fantômes qui sont apparus. Une des dernières, c'est une femme qui est venue témoigner alors qu'elle était donnée pour morte dans un événement qui avait fait beaucoup de bruit. La marche des femmes d'Abobo. La marche des femmes d'Abobo. Pour la petite histoire, j'étais mercredi à La Haye. Oui. J'étais mercredi à La Haye. Elle est venue témoigner. Elle est venue témoigner, etc. Et Gbagbo m'a dit l'autre mercredi à La Haye que depuis, elle a disparu, elle est partie en Côte d'Ivoire. Bien sûr, mais là, elle est morte. Non, mais là, elle est quelque part en région parisienne. Elle se cache. Enfin bon, il y a eu des moments... disons, comme dirait le président de la République française, croquignolé. Parce que, voilà, si c'était pas si dramatique, c'est lamentable. C'est lamentable. De toute façon, c'est un très mauvais travail du côté de la CPI. Ils se sont documentés à partir de ce que donnait le gouvernement. Et c'est récurrent dans le travail de la CPI. C'est-à-dire qu'on expulse un opposant gênant ou quelqu'un qui est gênant, et puis le gouvernement en place se blanchit en donnant des documents contre lui. Voilà, bon. Alors, dans le cas de Gbagbo, c'est pas tant. Et puis voilà, donc on est arrivé là au bout de l'accusation qui s'est écroulée. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien aujourd'hui dans le dossier. Parce que ce qu'on reproche à Gbagbo, il faut le dire, c'est donc un plan organisé pour se maintenir au pouvoir au prix de massacres de masse, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça le propos. Il y a eu des problèmes, des exactions certainement, parce que dans une guerre qui est une guerre civile, il y en a. Ouais. Mais enfin, les massacres de masse ne sont pas vraiment de ce côté-là. Je pense qu'ils devraient aller voir de l'autre côté. Ils n'y sont jamais allés. Et ils sont, ceux-là, documentés par certaines ONG qui ont un peu fait leur travail. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Mais on sait qu'il y a eu des massacres de masse à Douékoué, etc. Enfin, bon, il y en a eu beaucoup. Et même dans les coups d'État, on a tué des ministres, on a tué des gens. Il y a énormément de... On a vu s'écrouler beaucoup d'accusations. On n'en a même pas parlé à la CPI, du fameux journaliste français... Guy-Marie Kieffer. On n'en parle plus. On parle plus de tout du tas d'affaires qu'on avait mis sur le dos de Gbagbo. Il y a eu en permanence une sorte de fabrication d'éléments pour les médias. Et quand on sait comment les médias travaillaient, notamment, enfin en France évidemment, mais sur place, il y a quelqu'un qui en a été le témoin direct, que j'ai rencontré là-bas et ici, qui connaissait bien Jean Hélène, etc. C'était Georges Payon, qui a été l'attaché de presse de l'armée, disons, de Licorne. Donc il n'est pas soupçonnable de quoi que ce soit. Et il a été écœuré, il a même quitté l'armée. C'est quelqu'un qui a quitté l'armée à cause de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a vu comment travaillaient les journalistes français entre eux, et qu'ils étaient commandés par Paris, et que souvent d'ailleurs les nouvelles étaient traitées à Paris et non pas en Côte d'Ivoire. Il y a un exemple caricatural de la chose, c'est qu'il y a un monsieur qui essayait de faire son boulot à peu près correctement, qui était à RFI, mais RFI, ça fait partie de l'audiovisuel de l'État, et qui a été suspendu. On l'a ramené en France pour sa sécurité, parce qu'il interviewait tout le monde, et qu'il a été retiré de son poste. On va en parler du traitement médiatique juste après. Juste un petit résumé. Donc, devant cette CPI, le dossier d'accusation contre Gbagbo s'est effondré. Il s'est effondré à un moment où il s'est effondré une première fois en 2013, parce qu'on a reconnu, le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas assez de charges. Là, Laurent Fabius a couru à La Haye sous le prétexte du déménagement de l'ambassade de France, et il est intervenu pour que surtout on ne le relâche pas. Donc il y a eu... C'est ça la question que je vais vous poser. C'est, voilà, donc le dossier s'effondre. Oui, déjà en 2013. Les accusateurs, et surtout la procureure Ben Ouda,
Bon, là, pardon, ce sont quand même couverts de ridicule à plusieurs moments, on l'a vu. Oui. Vous avez dit croquignolet, mais il y a du grotesque aussi. C'est grotesque. Ça, ce sont des faits, il n'y a pas d'interprétation. Alors, voilà. Pourquoi Gbagbo ne peut pas être libéré? Parce qu'on a décidé de ne pas le libérer. Aujourd'hui, il va avoir du mal. Mais on sait qui? La CPI et les gens qui... Vous savez, il y a eu la réunion des pays partis à la CPI, c'est-à-dire les gens qui payent. Ça s'est passé à New York. Il y a les Français, les Français, les Américains. Notamment, les Américains sont là, mais ne peuvent pas être touchés par la CPI puisqu'ils n'ont pas ratifié non plus. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Mais en réalité... Parce que l'armée ivoirienne n'est pas l'armée américaine. Par exemple. Normalement, les autres pourraient faire les Américains le coup qu'ils ont fait à Gbagbo. C'est ça. Mais Bensouda a fait un coup de com' là, dernièrement, en disant qu'elle allait attaquer la CIA pour ce qu'elle a fait en Afghanistan, etc. Enfin, c'est de la communication, parce qu'ils sont noyés dans le dossier Gbagbo, en réalité, qui sont en train de s'écrouler. Le plancher est en train de s'écrouler. Donc ils ont tenu aussi longtemps qu'ils ont pu. Là, aujourd'hui, j'allais dire que le problème, c'est pas la sortie de Gbagbo. Elle va intervenir. Mais c'est comment la CPI va se sortir de tout ça. Parce que ce qu'on a appelé les révélations de Mediapart, et effectivement, tout était à peu près connu. Ce qui est vrai, c'est que le consortium des journalistes internationaux a apporté des documents issus de la CPI. Et ça a fait que, évidemment, c'est plus discutable. Entre ces choses-là et la façon dont le procès s'est écroulé, on voit mal comment ils peuvent le tenir encore. La CPI cherche à sauver la face, en fait, encore. Ben, il faut qu'elle la sauve, sinon c'est une institution qui est toute jeune. Mal partie. C'est une institution qui est jeune, dont le procès référence, c'était le procès Gbagbo, puisqu'il y a eu... Personne ne connaît d'ailleurs pratiquement le nom des autres personnes incarcérées. Bon. Le procès Gbagbo, c'était le procès de fondation, de légitimation de cette institution. Charles Blé Goudet. Enfin, c'était le grand procès attendu pour... C'était leur procès. Les autres tribunaux, c'était des tribunaux d'exception. Pour la Yougoslavie, c'était... Ça, c'était avant. Oui, c'était des tribunaux d'exception. C'était des tribunaux d'exception sur chaque dossier. La Yougoslavie, la Sierra Leone, etc. Mais la CPI, son grand dossier, c'est le dossier ivoirien. Or, ça s'est écroulé, mais ça s'est écroulé en plus d'une façon qui est lamentable, puisqu'intellectuellement et judiciairement et dans tous les sens, c'était faux. Tout a été bâti sur des mensonges. En plus, ça fait 6 ans qu'il est en détention préventive. 6 ans, c'est quand même très très long, même par rapport... C'est une détention effectivement préventive, comme vous le dites. Donc, sur le plan judiciaire, c'est lamentable. Même la Cour européenne des droits de l'homme dit que 6 ans, c'est beaucoup trop long. Bien sûr. Mais même le président de la Chambre actuelle, l'italien Tarfusser, vient de faire 2 opinions dissidentes successives après les décisions du mois de mars et du mois de septembre sur le maintien de Gbagbo, en disant c'est inadmissible que c'est le président de la Chambre, mais ils sont 3. Donc tant que les 2 autres sont tenus en laisse, ils ne peuvent pas avancer. Mais pour finir avec tout ça, j'ai un mail très long, je ne vais pas tout le lire, je vais lire quelques lignes, entre Madame Lefrappert, qui est au bureau de l'ONU, de l'ambassade de France à l'ONU, adressé à Ocampo, le 7 mars 2011, c'est-à-dire on est plus d'1 mois avant l'arrestation de Gbagbo. Il faut savoir que cette Madame Lefrappert, comme l'a dit Mediapart, de 2006 à 2010, c'est quand même l'assistante d'Ocampo. Donc, il y a des liens... Elle a déjà bidouillé les dossiers dans le dossier Jean-Pierre Bemba. C'est elle une est partout, spécialiste. hein, c'est la main gauche et la main droite. Elle a été récompensée, elle est ambassadrice à Malte. C'est ça, d'accord. Okay. Et à un moment donné, le statut de la Côte d'Ivoire, non parti au statut de Rome, ajoute une difficulté. Ça, c'est le texte d'un des sujets. Et puis alors, il y en a un qui est très intéressant, c'est à Ouattara. Il faut que nous condamnions toutes les exactions massacres, ne se militant pas au massacre commis par Gbagbo. Je suis conscient qu'il n'est pas bienvenu de renvoyer dos à dos les parties, parce qu'ils savent qu'ils doivent être plus l'une que l'autre. Donc déjà, elle dit à Ocampo, oui, je sais bien qu'il ne peut pas faire chacun dans son camp, mais quand même, la situation a évolué. Notre discours public doit en tenir compte. Ce n'est pas un service à rendre à Ouattara que de passer sous silence les exactions commises par ses forces. La réconciliation n'en sera que plus difficile. Et je termine. Nous sommes d'autant plus concernés qu'en cas de massacre à grande échelle, certains ne manqueront pas de nous présenter comme ayant apporté un soutien militaire à Ouattara et au FRCI, alors que nous n'avons agi militairement qu'à la demande du secrétaire général des Nations Unies pour mettre en œuvre la résolution de 1975 de protection des civils. Nous aurions tort de penser que Ouattara va se tirer de cette affaire lavé de tout reproche. C'est un mois avant l'arrestation de Gbagbo. Voilà, et voilà ce qu'ils ont fait.
Voilà, et j'ai beaucoup de choses dans ce genre-là, mais ce sera pour la prochaine épisode. Voilà, d'accord, tout à fait. On va peut-être passer au rôle des médias, même Oui. si on en a déjà évoqué plusieurs fois pendant cette émission. Quand même, les médias, on va peut-être pas trop parler des médias alternatifs, mais plutôt des médias mainstream. Voilà. Qui veut se lancer sur cette question peut-être François, puisque vous avez été dans un média mainstream. Oui, bah, moi j'ai participé à ce que vous appelez la grande presse, mais qui sur ce dossier-là, bien d'autres, mais sur ce dossier-là, c'est aussi effondré comme la CPI. Enfin, en tout cas, de façon criante, que ce soit de Libération au Monde. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Mais alors, je ne parle pas de ce qu'on appelle les médias officieux ou officiels, parce qu'il y a l'audiovisuel extérieur de la France, c'est-à-dire TV5, France 24, RFI, tout ça c'est dirigé, le rédacteur en chef c'est le ministre des Affaires étrangères. En France c'est comme ça, c'est subventionné. On peut aller même voir un petit peu du côté de l'AFP, qui n'est pas toujours d'une parfaite objectivité, parce qu'il y a aussi dans le conseil d'administration de l'AFP, on est un peu en régime soviétique ici. Il y a un représentant de l'État. Je dirais surtout pour tout ce qui concerne les affaires étrangères, dès que les intérêts de la France sont directement... La télévision nationale aussi. Je me souviens de Marie Drucker qui, aux ouvertures du journal du 20h, parlait de Gbagbo, président autoproclamé par le Conseil constitutionnel, mais ça ne le disait pas. Donc autoproclamé. Donc voilà, on enfonce ça dans la tête des gens qui ne connaissent pas le dossier. Donc il y a effectivement les médias, on va dire, d'État, en tout cas qui sont sous le contrôle de l'État. Et puis les autres, c'est peut-être plus étonnant, aujourd'hui toute la presse dite privée, on va dire, ou libre, est passée sous le contrôle des grands groupes. Donc de toute façon aujourd'hui il n'y a plus grand-chose à en attendre. Libération a été lamentable sur tout le dossier ivoirien, hein, lamentable, et il continue d'être pas très, très clair sur l'Afrique. Mais il faut savoir que quand on est journaliste, dans un journal, il faut avoir, si vous avez une rubrique Afrique, il est mieux d'être en contact avec les gens, avec les sources. Si vous commencez à être désagréable, vous n'êtes pas amené, parce qu'en France, on est amené dans l'avion du ministre. On ne paye pas. Vous comprenez ? Aux États-Unis, on paye. Bon, il y a tout un système français qui est délétère et qui fait que le journaliste chargé d'un dossier, et notamment sur l'Afrique où il y a des intérêts privés et publics importants, il se range petit à petit. On n'a pas besoin de le menacer, on n'a pas besoin de le payer. Il comprend tout de suite, il est intelligent. Où est son intérêt pour garder sa rubrique et sa fonction au quotidien, c'est ça. C'est l'autocensure. Oui, au quotidien, c'est ça. C'est de faire carrière dans un domaine... c'est quand même c'est de l'alignement. Oui, mais enfin, vous savez, ça existe dans tout. Parce que, ça existe dans tout. Vous savez, le Tour de France, mais le journalisme, le Tour de France, tout le monde le sait depuis toujours. Vous avez d'abord les journalistes. Vous aviez, quand ça s'est déclaré, vous aviez le directeur du Tour de France, il s'appelait Leblanc, c'est bien. Il était ancien coureur, ancien journaliste. Ensuite, les journalistes ont été étonnés quand il y a eu les grandes affaires. Mais tout le monde est au courant de tout. Seulement, si vous êtes journaliste et que vous voulez suivre le Tour de France et être missionné sur le Tour de France, et que vous dites le Tour de France c'est bidon, c'est fini. Vous n'y allez plus sur le Tour de France, vous allez à la pétanque. C'est ce que je dis est caricatural, mais c'est ça. Mais ce qui est un peu étonnant, il n'y a pas d'enveloppe, c'est pas nécessaire. Que les médias publics qui sont subventionnés par l'État, etc., on se couche et ne fasse pas du journalisme, à la limite. Mais effectivement, on pourrait s'attendre qu'il y ait au moins, comme dans toute démocratie, donc un contre-discours, etc. Alors que moi, avant de préparer cette émission, j'ai été regarder à nouveau ce qui se passait. Et notamment le JT de France 2 du 11 avril, de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Mais quand vous dites effectivement que c'est l'URSS ou que c'est soviétique, c'est terrifiant. Oui, c'est soviétique. La gestion de l'information... C'est comme si vous n'aviez plus de journalisme dans ce pays. Audiovisuel. Oui. Non, mais pas seulement. Je vous dis, en presse écrite, si vous voulez être admis ou invité sur un voyage d'un ministre, il vaut mieux pas lui... N'avoir jamais fait de critique. En tout cas, des critiques qui sont dans le cadre admis. Là, on touche à des intérêts et à des choses... Non, mais là, il fallait raconter autre chose. Donc, Gbagbo, dictateur, Gbagbo, autoproclamé... Et puis, vous savez, les journalistes sont assez moutonniers aussi, ils sont flemmards. C'est ce que dit beaucoup... moi, je ne vais pas le dire, je suis journaliste, donc je ne vais pas me... Bon. Mais Payon, il les voyait, il leur proposait de les amener même voir les rebelles, etc., enfin, pour se faire une idée, mais il n'y allait pas.
Il y a un très bon Le documentaire. journaliste est boutonnier, vous savez. Et s'il écrit quelque chose de différent de son confrère, son rédacteur en chef va lui dire « Mais attends, Coco, tu es sûr de ce que tu... » Non, il y a une espèce de voix unique qui est empruntée sur les grands dossiers. L'autocensure, de ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, un journaliste, il va proposer une fois, deux fois un reportage courageux. Il va se voir refuser par son rédacteur chef qui déjà a des consignes éventuellement au-dessus de lui. Il le fait une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, il comprend. Il va éviter de. Non, mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai jamais compris. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de boss. C'est la vérité, c'est comme ça, c'est ma vie. Mais quand vous faites ça, dans France Soir, on a traité ça. Par exemple, sur l'histoire de Boaké, j'ai eu cette réaction-là, et on l'a bien traité, et ça a été bien fait. Mais ça a été catastrophique pour moi. Mais c'est tout. Et pourquoi, je n'en sais rien. C'est pas une fatwa, c'est comme ça, vous dérangez. Il y a un ordre des choses quand même qui est très lourd ici. Alors justement, ça me fait penser donc, au documentaire d'Olivier Témence, sur un tout autre sujet, mais qui parle de la faillite d'un certain journalisme, qui s'appelle, donc je crois que c'est sur le 11 septembre, 11 septembre, journalisme... perroquet, autruche et perroquet, voilà. Parce que c'est les deux syndromes, soit les journalistes font l'autruche, donc ils ne veulent pas voir les événements quand ils sont évidents, ou perroquet, c'est-à-dire qu'ils ne font que répéter ce que disent les confrères. Oui, Vous savez, en tout cas, l'histoire du journalisme dans ce pays, pour moi, je suis journaliste, mais j'ai très très peu de considération pour beaucoup de journalistes français sur les questions africaines, hein, de manière générale. Bon... j'ai une longue expérience avec mon confrère Pierre Péan, qui pour moi a été en France, a innové beaucoup par la tradition de journaliste d'enquête. Ce n'est pas une tradition française de journaliste d'investigation. Les gens éditorialisent beaucoup, commentent beaucoup, qu'ils connaissent ou pas les faits, ils commentent, ils entre guillemets analysent, parce que vous voulez faire l'analyse scientifique, c'est encore autre chose. Bon, mais avec Péan, j'ai observé autour de lui cette espèce de jalousie terrible, agressive, lorsqu'il réussissait ses enquêtes. C'est-à-dire qu'il faisait le travail, son travail était réussi, les autres journalistes, soit ils avaient la possibilité d'admirer la qualité du travail, parce que c'est l'honneur de la profession quand un journaliste fait bien le travail. Et c'est le déshonneur de la profession quand on fait mal le travail. Et donc, Péan a eu cet avantage régulièrement de réussir assez souvent ses enquêtes et assez souvent jalousé et détesté par ses confrères. Je l'ai observé de très près à différentes occasions. Moi-même, j'ai pu souffrir parfois du fait que j'étais son ami. Quand je faisais un travail, on dit « Ah oui, c'est l'ami de Péan ». Bon, donc... dans les dossiers africains, sur la plupart des dossiers africains que j'ai eu à traiter, je me suis toujours heurté à cette espèce de mur de médiocrité face au traitement. Vous pouvez avoir des pressions politiques, ça c'est pas un problème, mais la capacité intrinsèque à traiter un dossier, on sait arrondir les angles pour dire des choses de façon... pas tout à fait la vérité, mais approcher un tout petit peu. On peut le faire, mais même sur ces dossiers-là, ils ne le font pas, ils n'osent pas le faire. Donc, ce qui est déjà très déshonorant, et le livre que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire est le reflet de ça. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'arrive, c'était dans les années 2004-2005, quand les Nations Unies ont commencé à produire des rapports sur les charniers en Côte d'Ivoire, sur le fait que Gbagbo était responsable des charniers en Côte d'Ivoire, etc. Donc je me retrouve à une conférence de presse à l'ambassade de Côte d'Ivoire avec deux avocats de la Côte d'Ivoire, des avocats en France qui travaillent, dont Maître Haïk, qui était également un avocat travaillant sur les dossiers sensibles à l'Élysée. Alors, ils se retrouvent là ils étaient deux, en train d'expliquer comment les rapports des Nations Unies n'ont pas tenu compte de tous les aspects de la crise et comment ils peuvent être biaisés à un moment donné. Et je vois un journaliste, il y avait plusieurs journalistes, il y avait Stephen Smith, ils étaient nombreux, à peu près tous là. Et j'observe dont un journaliste, un grand reporter de France 3, mais qui agresse les avocats comme s'il était un militant des Nations Unies ou un militant de la rébellion ivoirienne. Toutes les questions qui étaient posées aux avocats, c'était pourquoi Gbagbo continue de tuer les gens dans son pays.
C'était ça les questions. Bon, étant journaliste moi-même, j'ai assisté à un spectacle inouï. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pas une seule fois, ils ont posé la question de savoir dans quel contexte, vous qui êtes avocat, dans quel contexte juridique les violations des droits de l'homme se font en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous, est-ce que vous avez l'impression que des deux côtés il se passe des choses? Non, ils avaient une idée en tête, Gbagbo commettait des massacres atroces avec l'aide de sa femme. Si je peux me permettre, je vois Bassam Tal qui lève la main, et c'est vrai que ça rappelle exactement le discours qu'il y a eu sur Bachar al-Assad en Syrie, c'est-à-dire que on a l'impression que le discours c'était que Gbagbo c'était le boucher d'Abidjan. Oui. Alors pourquoi je dis que j'ai peu de considération, c'est parce que c'est l'une des rares professions dans ce pays où le fait de se tromper ou de commettre une erreur n'est jamais reconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître. Moi, je me trompe. J'ai dit, dans toutes mes enquêtes, j'ai toujours dit, si je me trompe, ne vous inquiétez pas, ça ne me pose aucun problème de le reconnaître. Parce que l'erreur est humaine. Je peux considérer qu'à tel moment, j'avais peu de données, à tel autre moment, j'ai mal compris ou mal interprété, ou que j'ai mal utilisé les données. Donc ça ne me dérange pas du tout, déontologiquement, de me remettre à ma place, moi-même. Je n'attendrai pas que les autres le fassent, je le ferai. Mais je ne comprends pas ce manque d'humilité des journalistes de reconnaître. Et d'ailleurs, quand vous voulez dire qu'ils se sont trompés, mais vous devenez un adversaire. C'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir salir la profession. Et ça, c'est insupportable, humainement. Charles Nana, à côté de l'erreur, il y a aussi, bon, il faut en parler clairement, une allégeance, une espèce de ce qu'on appelait avant le journalisme couché. C'est-à-dire il y a une politique d'État ou une raison d'État. Et on se couche devant. Et c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Oui, vous avez parlé de la différence entre qui devrait exister à un moment donné entre la presse privée et la presse publique, mais les médias publics et les médias privés. Mais on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les médias publics et les médias privés. C'est-à-dire que les journalistes qui sont dans le service public ne sont pas menacés d'être virés systématiquement. Si. J'ai dit systématiquement. J'ai dit bien systématiquement. J'en connais beaucoup depuis des années qui essayent de faire des choses intelligentes et intéressantes. Ils n'ont pas été virés. Donc, si vous voulez, ça signifie qu'il y a une toute petite marge de manœuvre qui ne vous permet pas de dire totalement la vérité, mais qui vous permet de vous approcher jusqu'à la limite du raisonnable. Et même ça, ils ne veulent pas le faire. Et c'est ça qui fait aussi le succès du Canard enchaîné en France, sur beaucoup de dossiers. Parce que si beaucoup de journalistes faisaient à peu près le même travail que le Canard enchaîné... Le Canard enchaîné n'aurait plus de raison d'être. Il n'aurait plus de raison d'être. Ou en tout cas, ce que ferait le Canard enchaîné serait d'une très grande banalité. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi que Mediapart a commencé à avoir du succès sur Internet, parce qu'ils investissent les terrains sur lesquels les autres. Mais revenons sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a quand même Ce sont des raisons aussi financières. La presse vit, quand on dit pourquoi la presse privée la presse vit de la publicité. Par exemple, la publicité, ce sont les groupes. C'est Havas. Havas, ça appartient à qui? Tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que la presse privée n'existe pas. La presse, elle dépend de... Il n'y a pas de liberté de la presse quand il y a derrière un capitalisme qui possède le journal, c'est évident. Mais le problème, c'est que les journalistes n'ont pas le courage de le dire. Parce qu'ils diraient ça aux gens. Il y en a une qui l'a dit récemment, mais elle a été virée, c'est Aude Lancelin. Il faut qu'ils le disent. Elle l'a dit, elle l'a écrit. Kakono Bukpo, qui est intervenu, vous le savez, sur le France CFA, a fait un papier dans Libération, il a été viré de son boulot. Revenons sur la Côte d'Ivoire. Ce qui est avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et toute la manière dont on a débattu, les sujets dont on a parlé, qu'on a développés, ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste avec ce qui se disait en 2011. Et je dirais même plus, avec ce qui se dit aujourd'hui, c'est-à-dire zéro. Oui, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà une profession qui a une incapacité à reconnaître ses erreurs, c'est-à-dire quand elle se trompe, de dire que on se trompe comme tout le monde. Les avocats peuvent se tromper, les juges se trompent dans des procédures judiciaires. C'est parfois très très difficile pour ceux qui sont victimes d'erreurs judiciaires, mais on peut reconnaître une erreur judiciaire. Mais les journalistes n'ont pas cette capacité naturelle de reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est pour cela que le dossier de la Côte d'Ivoire souffre beaucoup de ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont traité de tous les noms, parce que quand même, quand j'ai fait ce livre en 2011,
le vent soufflait très fort dans ma direction. Hein. Ce n'était pas facile de vous mettre en face. Et puis, M. Sarkozy était en campagne présidentielle. Bon, ma femme a trouvé que j'étais un peu irresponsable à un moment donné. Même s'il n'est pas très grand, il a le bras long, on va dire. Bon, voilà. Mais a posteriori, avec le temps, je reconnais que oui, j'ai un peu osé. Hein, j'ai osé. Mais je n'ai pas de mérite d'ailleurs pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que même après les événements, les révélations, etc., la presse a du mal à reconnaître que, bon, écoutez, peut-être que sur Gbagbo, finalement, on s'est trompé. Bon, alors si on s'est trompé, c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà la situation. Et de pouvoir... Et ça va même plus loin, parce que finalement, il n'y a plus de traitement et on cache l'information. Ah non, mais il faut ce dont on a dit sur la CPI, par exemple, ça ne passe pas. Ça a disparu des écrans. Il faut pas qu'on ait l'impression qu'ils se sont disparu des radars. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'ils se sont trompés. Ils ne se trompent jamais. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'ils ont donné de fausses informations, parce qu'ils donnent toujours des informations véridiques. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que finalement, ces gens peuvent être incompétents, parce que c'est aussi cela parfois, parce que ce sont des journalistes professionnels. C'est pas des journalistes amateurs. Hein. Mais là, il ne faut pas que on ait l'impression qu'ils ont manqué de professionnalisme, qu'ils n'ont pas respecté les règles déontologiques, qu'ils sont trompés, etc., etc. Et ça, c'est terrible pour les jeunes qui rêvent de faire du journalisme et qui, quand ils découvrent ça, eh bien, ils peuvent être dégoûtés définitivement. Je vais juste mettre, parce que tout ce qui a été dit sur les journalistes, je ne vais pas répéter la même chose, mais moi, depuis 2011... et depuis le 11 avril, je me suis complètement dédié à cette liste pour le Gbagbo et j'ai été beaucoup en contact avec le milieu journalistique. Et vraiment, parce que je me rappelle, le 11 avril, j'étais à BFM TV et je leur ai dit « L'histoire avec un grand H rendra raison à Gbagbo, nous ne sommes qu'à la mi-temps du match ». J'ai bien fait de dire ça ce jour-là. J'aurais dû jouer au loto, j'aurais gagné un peu d'argent. Et pour être sérieux, mes contacts avec les journalistes, essentiellement ceux de mainstream, parce que 90% c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Mediapart, le Canard enchaîné, tout ça, on a de très bons rapports, et heureusement qu'ils existent. Et puis des chaînes qui vont sur Internet, parce que là aussi, ce qui va coincer mainstream, c'est qu'Internet développe. Je me rappelle d'un jour, il y avait un gars... Le Canard a mis du temps quand même à entrer. Oui, mais maintenant ils y sont. Oui. Parce qu'on a... Ils ont mis du temps. Je veux dire que c'est des questions de jour et de nuit de travail avec ces gens-là. Et aujourd'hui, je suis un peu optimiste sur la suite parce que les journalistes commencent à changer, difficilement, mais ils commencent à changer. Vous sentez quelque chose qui change? Même dans les grandes rédactions, on rencontre des journalistes. Je vais prendre l'exemple de Libération. La fille de Libération a écrit en allant à Abidjan, il y a quelques jours, pour le sommet Europe-Afrique. Elle est allée 2 jours avant, elle a fait un reportage qui est paru dans Libé, où elle se promène dans Abobo, et elle dit « Abobo, le grand fief de Ouattara, mais la situation est dramatique, et on entend les gens qui regrettent l'ancienne époque, et elle écrit noir sur blanc, les gens disent « Au moins sous Gbagbo, on mangeait ». Et ça, c'est dans Libération aujourd'hui, après avoir dit des vilainies comme ça. Et je ne citerai pas d'autres journaux, mais il y en a beaucoup qui sont un peu comme ça, et ils sont en train de sortir. Parce qu'il y a des gens... Par exemple, on prend Bolloré, parce qu'on ne l'a pas cité beaucoup, mais il est au cœur du sujet. Bolloré a dit à Sarkozy le 10 ou 12 décembre 2010, Gbagbo a gagné les élections. Ça, je le sais, de façon absolue. Vous êtes formel? Je suis formel. Okay. Et puis en mai, il était à l'investiture de Ouattara. Pour une raison très simple, c'est que Bolloré, la Côte d'Ivoire, ce qui l'intéresse, c'est la partie Bolloré de la Côte d'Ivoire. Le port. C'est tout. Le port et le reste. Il y a Sitaraï, etc., d'autres choses. Demain matin, Ouattara est en train d'échouer en Côte d'Ivoire de façon terrible. Bolloré veut que ses intérêts soient préservés. Et il sait que le retour de Gbagbo dans de bonnes conditions préservera ses intérêts. Ou il pense que... Et que sa seule carte, à un moment donné, ça va être de retourner le truc. À la limite, il s'y prépare peut-être. Mais à mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Oui. Ils réfléchissent à toutes ces sorties-là. C'est ça. Et comme m'a dit un officiel français récemment, il faut anticiper dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'anticipation, c'est la libération de Gbagbo. Alors justement, pour conclure l'émission, ça fait la transition parfaite. Tout à fait. On voulait faire un petit tour de table de prospective sur la Côte d'Ivoire et sur la situation de Laurent Gbagbo, en particulier à la CPI. Vous venez d'en faire un premier élément de réponse. François, si vous voulez continuer. À la CPI,
on connaît aujourd'hui la situation, elle est catastrophique pour la CPI, et pour Laurent Gbagbo, elle n'a fait que s'optimiser, on va dire, pour parler un joli langage. Mais voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de dossier contre Laurent Gbagbo. Apparaissent les mécanismes plus clairement encore que ça n'a été fait par le passé, mais même si on sait depuis le début, aujourd'hui, il est clair pour tout le monde qu'il y a eu des mécanismes dévoyés pour l'envoyer là-bas, et que c'est issu de tous les intérêts, de toutes les habitudes de la France-Afrique, etc. C'est vrai. Maintenant, comme on l'a dit aussi dans l'opinion française, par exemple, c'est pas encore passé, parce que le message est confiné dans les cercles des gens intéressés, des Africains, etc. Moi, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est que les Français sont pas très au courant de ce dossier, qui est un dossier très grave. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Très grave, très grave. Et je pense que la France, comme elle joue mal parce qu'elle n'a aucune vision aujourd'hui. On voit bien dans le voyage de Macron en Afrique qu'il n'y a pas de... certes, il faut défendre les intérêts de la France, mais il faut avoir une vision d'avenir. Il faut avoir une vision des relations qu'on a avec les pays extérieurs. C'est ça la politique, c'est pas seulement de l'épicerie et des intérêts immédiats avec les grands groupes. Or, on a l'impression que ce qui fait la politique en France, c'est le CAC 40, plus la finance, mais c'est le CAC 40 qui dirige, que les hommes politiques sont des VRP. C'est la même impression qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu avant. C'est grave parce que vous parliez de la Syrie. Moi, je n'entre pas dans le dossier de la Syrie que je connais mal. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la France c'était une zone d'influence française. Eh bien, c'est terminé à cause des choix politiques de la France là-bas. Et la France va disparaître et va être effacée de cette région du monde. C'était le Liban et la Syrie, on y était très présents, avec notre langue, avec beaucoup de choses, avec une tradition, avec une histoire. Ça sera probablement le cas en Libye. Et puis en Afrique subsaharienne, je pense que ça va être le cas s'ils ne comprennent pas, comme l'ont compris les gens qui menaient l'apartheid en Afrique du Sud, ils sont allés chercher leur solution à leur clé en prison. Ils sont allés chercher Mandela, ils ont parlé avec Mandela et ils sont sortis par le haut, parce que l'apartheid c'était foutu. Donc ils ont une clé pour l'avenir, c'est ce monsieur, parce que ce monsieur est francophile, parce qu'ils lui ont fait toutes les misères du monde, parce qu'en Afrique... On peut très bien, non pas pardonner, mais en tout cas ne pas reprocher ce qui a été fait et repartir d'un autre pied, et que c'est le seul qui a la stature aujourd'hui pour remettre d'aplomb cette région d'Afrique sur la route, et peut-être une partie des relations avec la France, de les sauver en partie. Vous pensez que sa libération est possible, voire probable, en 2018 ? Oui. Possible et probable. Et les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire, c'est quand ? Président, 2020. La présidentielle, c'est 2020. 2020. Je pense que, pour moi, je disais en 2011 que la France a commis une erreur fatale en Côte d'Ivoire. C'était la vitrine de la France en Afrique de l'Ouest. Tout le monde, il s'en vantait d'ailleurs à Paris. C'est la plus grande présence française en Afrique de l'Ouest. Et le petit garçon, entre guillemets, c'est une image, hein, le petit garçon Sarkozy a cassé son jouet. Il est allé casser son jouet en Côte d'Ivoire parce qu'il était turbulent, parce que c'était un enfant gâté, j'en sais rien, mais les conséquences sont terribles. Hein. C'est-à-dire l'onde de choc de la Côte d'Ivoire s'est répandue dans tout le continent francophone, dans la zone francophone. Et je disais aussi en 2002 que la stabilité de la Côte d'Ivoire va être très difficile sans le retour du président Gbagbo dans ce pays de façon digne et honorable. Parce que ce qui a été fait contre lui est non seulement injuste, c'est illégal, et je dirais que c'est un schisme dans les relations entre la France et l'Afrique. Et donc, pour recoller ce truc-là, il va falloir que pour la première fois, la France mette ses tripes sur la table. Sinon, elle perdra définitivement ce continent pour longtemps. Et ça, je le disais en 2011. Et quand on voit, le général Keno disait, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand disait dans les événements du Rwanda, qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Bon, moi, sous Foccart, il y avait une politique qui était une politique, qu'est-ce qu'un politologue français appelait la politique du ventre, mais la politique du ventre était des deux côtés.
la politique du ventre du côté africain. Mais ce n'est pas comme ça que le politologue français analysait ça. Il voyait la politique du ventre que du côté des Africains, mais elle des deux côtés. Parce que ce qu'on appelle les intérêts de la France en Afrique, c'est les intérêts de quelques individus en France par rapport à l'Afrique. Le dossier, elle fait plein d'autres dossiers, le démontrent. Mais sur le cas précis de Gbagbo, il faut que les dirigeants français comprennent que c'est la goutte d'eau qui est venue déborder le vase. Et que si on ne fait pas amende honorable vis-à-vis de ce dossier-là, les conséquences seront sévères dans l'avenir. C'est une analyse prospective d'une connaissance, je ne dirais pas intime du dossier, mais de quelqu'un qui a observé beaucoup de conflits en Afrique, beaucoup de crises politiques, et des rapports entre la France et l'Afrique. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et là, je pense qu'on est à un tournant. Ou bien on prend le bon tournant et les choses peuvent... Je ne dirais pas que la France va retrouver sa santé d'antan dans le continent. Non, 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 non. Elle ne sera pas mise dehors à coups de pied. Mais si le tournant est mal pris, alors là, je pense qu'ils vont avoir affaire à de nouvelles générations d'Africains qui ne seront pas Gbagbo, qui ne vont pas réagir comme Gbagbo, qui ne vont pas prendre les précautions de Gbagbo, et là, ils regretteront définitivement Laurent Gbagbo. C'est déjà fait. Bernard, un petit mot on parlait de division en Côte d'Ivoire, peut-être il y en a une aussi pour Gbagbo et la sortie de Gbagbo, et les mots qu'a engagés François sur l'Afrique du Sud, j'ai lu les mémoires du patron des services secrets sud-africains, qui a été la première personne mandatée par le président Botha à l'époque pour aller discuter avec Mandela. Ils sortent Mandela de Robben Island et ils l'emmènent à Poolsmoor et le gars se prépare à le rencontrer pour la première fois de sa vie. Et dans son livre, il écrit « Je suis en train de me préparer, je me regarde dans la glace et je me prépare mentalement, psychologiquement, à rencontrer le futur président de l'Afrique du Sud. » Alors que le gars, il est en prison, condamné à tout, etc. Donc, le chef d'État sud-africain lui a donné une mission d'aller discuter avec le gars. Et dans sa tête, il dit, si je commence à discuter, c'est que la fin de la discussion, c'est Mandela président. Mandela a été président. Gbagbo a déjà été président en Côte d'Ivoire, mais ce qui lui a été fait, et qui a été fait à la Côte d'Ivoire, ça nécessite que les Américains appellent reborn. C'est une renaissance de toute la relation franco-africaine et la relation franco-ivoirienne. Et moi, je suis bien placé puisque j'ai un pied dans chaque pays. Il faut, et Charles l'a dit aussi très bien, il faut absolument que le cas Gbagbo soit le cas d'école et qu'on enlève tous les présupposés, qu'on oublie le passé. Et Gbagbo est la première personne qui permettra, puisque le mantra de Gbagbo, c'est « asseyons-nous et discutons ». Et on a besoin que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, se mette autour d'une table avec tout le monde et qu'on décide de faire un processus pour aller à des élections 2018, 2019, 2020, c'est pas le sujet, mais que tout le monde y aille, même Ouattara. Parce que moi, je pense que s'il y a un premier tour demain, Gbagbo, Bédié, Ouattara et X, il n'y aura pas de tour. Il n'y aura pas de tour. Juste. Et ça sera le début de la vraie réconciliation. Une question de journaliste de Real Politique. Par rapport à ces perspectives qui seraient très encourageantes, que vont dire les USA? Et deux, est-ce que vous voyez vraiment votre président actuel aujourd'hui, quand on voit son voyage au Burkina Faso par exemple, comprendre que la France doit mettre ses tripes sur la table pour une renaissance des relations franco-ivoiriennes? Macron, c'est le premier chef d'État français dans cette affaire qui, ni de près ni de loin, n'a été impliqué dans tout ce qui s'est passé de 2000 à 2010, 2011. Mais pour l'avenir. Il a les mains libres là-dessus. Il a les mains totalement libres. Et Macron vient de prouver en plusieurs occasions qu'il va dans un sens ou dans l'autre. Et au-delà des blagues de climatiseur, il sait aller directement. Vous pensez qu'il en est capable? Moi, je pense qu'il en est totalement capable. Les gens autour de lui, ils réfléchissent tous les matins. Et je pense qu'il en tirera un avantage final. Parce que non seulement pour la France, puis aussi, moi j'ai écrit il y a quelques années, ça va être en 2012 ou 2013, au moment des débuts de la CPI sur Gbagbo, j'ai dit la libération de Gbagbo, ça sera une sorte d'acte de naissance de la CPI. Parce qu'elle aura dit le droit. Le maintien de Gbagbo à la CPI, c'est l'acte de décès de la CPI. Et là, on est vraiment à la croisée des chemins.
c'est à eux de choisir. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Il leur reste peu de temps pour faire ça, mais il faut que ça se passe peut-être pas dans les semaines, mais dans les quelques mois qui viennent, quoi. Le printemps 2018, et qu'on reprenne tout. Et ils ont encore la chance d'avoir Gbagbo. Parce que comme dit Charles, moi j'ai assisté à un entretien de Gbagbo en 2005 à Yamoussoukro. J'accompagnais un journaliste, il a dit, mais l'interview existe, on l'a dans des vidéos. Il dit, moi, j'ai été à l'école, d'ailleurs j'ai été au même lycée que Gbagbo, on avait les mêmes professeurs. Tous nos professeurs étaient blancs. On a un respect du blanc, entre guillemets. Mais tous ces jeunes que vous voyez dans la rue, en 2005, ils parlaient des patriotes, etc., ils ont été à l'école. Ils n'ont jamais vu une maîtresse d'école blanche, un professeur blanc, etc. Ils n'ont pas le même rapport. Et demain, si nous, on ne permet pas la transition, vous allez avoir des surprises douloureuses. Et il dit ça en 2005. Vous voyez, on en est aujourd'hui. Cette émission va toucher à sa fin. On va faire une dernière prise de parole. Juste peut-être, Charles, est-ce que par rapport au rôle des USA dont on a très peu parlé. Oui, je pense que... Parce qu'on parle souvent de complot américano-français contre Gbagbo. Je pense à parler de l'OTAN. C'est la coupole. Quelles vont être peut-être la perspective par rapport à ça, quoi. Non, je pense qu'on est dans un jeu qui devient extrêmement délicat. Le président Mitterrand, avant de partir, disait dans son entretien avec Georges-Marc Benamou que les États-Unis mènent contre la France une guerre terrible, mais les Français ne le savent pas. Et je pense qu'on est dans une configuration où un certain nombre de dirigeants français qui sont arrivés après Mitterrand, on a vu les soubresauts avec la question irakienne lorsque la France a pris position s'opposer à la guerre irakienne. Les États-Unis ne considèrent pas la France comme un pays important au Conseil de sécurité. Moi, je l'ai revu dans le dossier du Rwanda où la France était quasiment en train de valider toutes les résolutions des Nations Unies qui passaient, alors que la personne qui était mieux qualifiée pour connaître et pour expliquer le dossier, c'était les Français. Ils ont renoncé à prendre la main qui était la leur au sein du Conseil de sécurité. Donc, les États-Unis vont continuer à traiter les Français comme des gens de seconde zone ou de quatrième zone. Comme des vassaux. Comme des vassaux, à la limite en instrumentalisant certains hommes politiques pour servir les patates chaudes qu'eux ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent pas toucher. Et donc les Français vont se mettre dans cette logique-là. On est dans cette perspective-là. Et puis maintenant, depuis que les Chinois sont rentrés dans la zone d'influence française, les Américains ne considèrent plus que les Français sont importants dans cette bataille-là. Donc les Américains décident, eux, de faire la bataille contre les Chinois. Donc on va assister dans le continent, dans les années qui viennent, à des luttes d'influence extrêmement dures. Et pour moi, je pense que les gens qui sont les moins bien préparés dans cette histoire sont les Africains. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer par rapport aux richesses qui sont les leurs. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui, on a parlé au début de l'émission de la zone du golfe de Guinée, mais les réserves pétrolières qui sont dans la zone du golfe de Guinée sont, pour les Américains, un enjeu de sécurité nationale. Donc quand on sait ce que ça veut dire dans le discours de politique étrangère des États-Unis, on comprend qu'on n'a pas affaire à des jeux de boules. Hein. Non, tout est donc je crois très sincèrement qu'il faut aujourd'hui que le dossier de Gbagbo soit réglé de façon intelligente, que les gens ne continuent pas de se cacher derrière leurs petits doigts en se disant « bon, on ne va quand même pas se faire humilier parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait... » Non, il va falloir que les gens soient réalistes, qu'ils soient pragmatiques, qu'ils règlent ce problème. Même s'ils perdent légèrement la face, c'est qu'ils vont gagner derrière est beaucoup plus important que de perdre la face provisoirement. Donc, je crois que si on ne joue pas, si la France ne tient pas sa place, elle va la perdre face aux Américains, elle va la perdre face aux Africains, parce que les nouvelles générations qui viennent là n'ont plus envie d'entendre parler de la France, parce que les gens en ont assez des humiliations, à la fois des dirigeants africains, mais également des étudiants devant les ambassades de France. Vous parlez français, vous êtes interdit de séjour en France, vous êtes en France, vous payez, vous vous comportez correctement, etc. Vous êtes constamment humilié. Donc, cette psychologie-là, elle a été encaissée, endurée par les gens qui sont nés dans les années 60, 50, etc., 70 même.
Mais les jeunes là qui ont 18 ans aujourd'hui, qui ont 15 ans aujourd'hui, ah non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas du tout. Et donc, si les gens ne prennent pas tous ces dossiers à bras le corps et ils réfléchissent de façon sérieuse, eh bien, une partie de l'avenir de la France se joue à ce moment précis. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos éclairages et vos analyses et vos témoignages. Je pense qu'on a pu voir un petit peu plus clair pour ceux qui ne connaissaient rien à ce qu'on a appelé la crise ivoirienne, mieux comprendre ces événements dramatiques qui ont ensanglanté le pays. On va faire une session évidemment de questions du public. Et donc Karim, si tu peux faire passer le micro aux personnes qui souhaitent intervenir. Oui, merci. Donc il y a tellement de choses à dire qu'on ne saurait pas par où commencer. Tout simplement de la CPI, ça c'est le côté juriste qui parle. Vous avez oublié aussi la question de Gbagbo, au-delà des 4 chefs d'accusation qui a gagné. On n'a pas oublié, mais voilà, enfin je veux dire, qui a gagné les élections. Je pense que c'est la question qui se joue. Qui a gagné les élections que la CPI a omis. Elle dit, je ne suis pas là pour décider, je décide d'autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que de tout ce qui est en train de se passer, quand on regarde l'histoire, toutes les humiliations subies depuis belle lurette, depuis l'arrivée du président Gbagbo au pouvoir, je m'adresse plus même à M. Oudin, qui était très proche, à partir de 2007, du président, j'ai un peu la sensation, sans critiquer, alors là, pas du tout, y a-t-il pas eu quelque part une sorte de négligence aussi? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont informé le gouvernement des choses qui devaient arriver. On était, nous, supporters depuis très longtemps. La presse dont vous parlez aujourd'hui, cette presse-là, avait commencé ce travail de fond, de monter les choses depuis belle lurette. Le temps que nous on arrive, les choses étaient déjà dites. Les Français, les quelques Français, avaient déjà une opinion déjà tracée. C'était très difficile maintenant de leur expliquer cette part de vérité. Il y a eu comme un gouvernement où Gbagbo savait qu'il n'était pas aimé, n'avait pas compris à cette époque que tout passait par la communication. Tout passait par la communication. Et je termine. L'Union africaine, mon Dieu, l'Union africaine. Au-delà de ne pas avoir eu de soutien étranger, nos chefs d'État, enfin, rien qu'en parlant, j'ai envie de pleurer. Parce que cela, c'est pathétique. Aucun chef d'État n'a été en mesure de supporter quelqu'un qui était en train de s'écrouler. Alors aujourd'hui, la sortie de Gbagbo, peut-être qu'ils ne voudront pas perdre la face. Je pense qu'ils le feront sortir pour ne pas perdre la face. Ils essaieront peut-être de le faire. Le procès est en train de s'accélérer parce que c'est tellement ridicule. Ils attendaient 2020 pour le faire, le temps que Ouattara finisse, mais peut-être ça va accélérer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, cette nouvelle génération dont vous parliez, Charles, et l'Union africaine, tout ça, est-ce que le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'est-il pas le reflet d'une Afrique qui devrait totalement revoir sa façon de fonctionner pour que vraiment elle sorte elle-même de cette humiliation? Les Français ne le feront pas pour nous. Est-ce que ce n'est pas à l'Afrique de prendre ses responsabilités aujourd'hui? Je vais répondre déjà en tant que conseiller du président au palais et à l'intérieur du système. Quand on dit aujourd'hui, il y a eu des négligences, il y a eu des ceci, des cela, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait vu un film et qui vient le voir une deuxième fois en disant « Ah ben là, il va se passer ça, puis ça se passe ». Mais il faut avoir vu le film une fois. Et quand vous êtes au jour le jour, dans une situation aussi périlleuse, vous avez Gbagbo qui est au pouvoir, vous avez 10 000 soldats de l'ONUCI, vous avez 2 000, 3 000, 4 000 Français en fonction des périodes. Occupé. La moitié du pays qui est pris avec des transferts de... Le Burkina a vendu du cacao dans cette période-là. Il n'y a pas un plan de cacao au Burkina. Donc, toutes ces choses-là venant, l'obligation de Marcoussi d'avoir des ministres, Gbagbo est obligé de recevoir des ministres de tous les partis politiques, y compris des rebelles. Un jour, il y a Koné Samba, qui aujourd'hui est sous-préfet de quelque part. Il arrive au Conseil des ministres. Il y a un arceau pour rentrer dans le Conseil des ministres, comme à l'aéroport. Et ça se met à faire le carillon de Bruges. Et les gendarmes attrapent le ministre, ils disent « Monsieur, excusez-nous », ils ouvrent la veste, il y avait 30 kilos de gris-gris sur la veste. Des trucs comme ça. Et le gars, il ne sait pas lire et écrire.
Et il était ministre obligatoirement à cause de ça. Et Gbagbo, sur la fin, il disait il faut quand même qu'on fasse des élections. Mais il a quand même pris un acte en février 2010 où il a supprimé la commission électorale telle qu'elle était, parce que Begré Mambé, qui était le président, qui est aujourd'hui gouverneur d'Abidjan, avait voulu introduire un CD-ROM avec 500 000 faux électeurs. 500 000 voix, c'est plus que la différence aux élections. Il a changé en même temps le gouvernement en disant au parti vous avez le droit à tel truc, mais je ne veux pas voir Bakayoko, Ahmed, je ne veux pas voir Gon Coulibaly, Patrick Hachi et Amontano dans ce gouvernement-là. Et ces quatre-là n'ont pas pu revenir au gouvernement jusqu'en novembre 2010. Donc, il faut voir au jour le jour la situation. Et il y avait en plus, malheureusement, des gens qui sont des traîtres, parce que, comme me disait un jour, un Ivoirien, tu lui donnes un billet de banque, il monte sur la table, il danse. Je suis désolé, mais il y en a beaucoup, et je ne vais pas citer les noms aujourd'hui parce que ça serait trop long, et qui étaient déjà dans la manœuvre. Et on les connaît. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont à Abidjan, ils sont soi-disant pro-Gbagbo, mais regardez ce qu'ils font. Ils se promènent en ville, ils ont leur villa, ils ont tout. Hein, et ils sont soi-disant pro-Gbagbo. Mais... Donc là, si je vous donne un billet... C'est pour cette raison que la seule chose qu'a essayé de faire Gbagbo, d'après ce qu'il raconte et d'après ce qu'on a pu voir, c'est déjà de maintenir l'État. Il y a même des gens qui lui disaient « mais laisse donc tomber le Nord », comme Kadhafi qui lui disait « mais d'autres, laisse tomber le Nord et tu fais deux, Corée du Nord, Corée du Sud ». À ce propos-là, il a tenu son pays. Pour ne pas oublier le Nord. Vous savez que pendant la période de 2002 à 2010, les gens qui étaient au Nord avaient l'eau et l'électricité, et c'est l'État de Côte d'Ivoire au Sud qui payait l'électricité de ces gens-là pour éviter, parce que Gbagbo disait, bon, les rebelles, ils prennent l'électricité, mais tous les gens qui vivent là-bas, si on coupe l'électricité parce qu'ils n'ont pas payé, on va transformer ça en jachère. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a continué à payer. Ouais. Gbagbo avait fait une loi sur les anciens présidents. Bédier, Madame Bédier et Ouattara ont touché leur retraite d'anciens présidents, d'anciennes premières dames et d'anciens premiers ministres pendant toute la période. Et je ne sais pas si aujourd'hui ils mettent sur le compte bancaire de Gbagbo son salaire d'ancien président. Ça m'étonnerait. En tout cas, je peux parler encore avec plus de liberté que mon cher Bernard, parce qu'il est quand même porte-parole par rapport à votre question sur la critique qu'il faut faire du côté ivoirien. Moi, j'ai assisté à des choses extrêmement graves, et je ne vais pas toujours nécessairement les raconter, mais je peux vous donner une idée sur ce que vous dites par rapport à la communication. En 2004 ou 2005, au moment où effectivement les Nations Unies publiaient ces rapports, etc., il y a un ministre ivoirien qui a été envoyé à Paris, je crois par le président Gbagbo, pour essayer de faire un travail par rapport à cette campagne de communication qui était extrêmement agressive et très violente à travers la presse française. Et j'ai été contacté à ce moment-là, donc mon affaire avec la Côte d'Ivoire ne date pas de 2011, date un peu avant, mais j'étais discret. Et donc j'ai été contacté, le ministre est arrivé, on m'a appelé, il était passé par un ministre d'un autre pays, africain, et il dit « Bon, Charles, peut-être qu'il peut nous donner un coup de main dans cette histoire. » Donc j'arrive, le ministre ivoirien me demande de faire une note. Je fais une note, je prépare consciencieusement une note parce que je comprenais les enjeux et je connaissais très bien les enjeux. Et je fais cette note, je crois qu'il est retourné avec cette note en Côte d'Ivoire et il a été payé par de bonnes sources, par le président, il a dit oui, je suis arrivé, j'ai rencontré un cabinet de consultants à Paris qui m'a fait une note, la voici, etc. Donc ma note a coûté très cher là-bas et je n'ai plus jamais entendu parler du ministre parce que manifestement, il avait une opportunité de gagner de l'argent, il a gagné de l'argent et il a disparu. Bon, moi, j'ai aucun intérêt en Côte d'Ivoire, j'ai rien fait. Bon, à la limite, je me moquais éperdument de ce genre de comportement. Mais j'étais sidéré parce que je me disais, voilà un ministre qui ne se rend pas compte que son pays a le fusil dans la tempe et il se comporte comme un irresponsable dans ce cas de figure puisqu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en train de mourir à cause de cette crise. Deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que quand vous parlez de la responsabilité des chefs d'État africains, oui, il y a des chefs d'État africains qui étaient timorés, etc. Mais il y a eu quelques chefs d'État africains et anciens chefs d'État africains qui avaient envie de monter au créneau. Mais ils ne pouvaient pas le faire de leur propre initiative. Il fallait que des Ivoiriens, quand même, soient en première ligne pour inciter à le faire. Et j'en ai discuté
longuement et à de nombreuses occasions avec l'ancien député Ben Soumaro, paix à son âme. J'ai passé des nuits et des nuits de discussions avec cet homme qui, pour moi, était l'une des personnes qui a le plus mis les Ivoiriens en garde contre ce qui était en train de se passer avec Ouattara, mais pas très écouté. Et il y a même eu des Ivoiriens qui ont tout fait pour essayer de le saboter autour du président. Bon, il se trouve que le président n'était pas quelqu'un de stupide. Il connaissait bien la valeur de Ben Soumaro et il a continué à lui faire confiance et à faire un certain nombre de choses avec lui. Mais Ben Soumaro s'était ouvert à moi sur la façon dont un certain profil de gens extrêmement médiocres dans l'entourage du président sabotaient toutes les actions qui pouvaient être salutaires pour le pays. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ces gens-là, c'est bien beau aujourd'hui que tout le monde se cache et laisser la responsabilité sur ce président Gbagbo, mais le président Gbagbo, il y a des gens qui étaient payés par l'État ivoirien pour qu'ils travaillent pour l'État ivoirien, pour défendre l'État ivoirien. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'assumer leur responsabilité face au désastre qu'a connu le pays du fait de leur incompétence ou de leur mauvaise volonté de pouvoir travailler dans l'intérêt national. Donc, si vous voulez, et ça, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. La plupart des pays africains se retrouvent dans cette configuration en permanence, mais il faut toujours tenir compte du fait que vous avez des gens de bonne volonté qui sont prêts à travailler, mais il faut que les concernés prennent le dossier en main pour drainer une mobilisation autour d'eux. Moi, je me suis impliqué dans le dossier de la Côte d'Ivoire au tout début, mais j'avais besoin de vérifier un certain nombre d'informations, mais il y avait des Ivoiriens qui étaient dans l'entourage du président qui faisaient obstacle à ça. Alors que moi, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait ça parce que ça allait me rapporter quelque chose. Mais pour ceux qui connaissent mon travail et mon engagement, j'étais sidéré par le manque de justice qu'on faisait payer à la Côte d'Ivoire pour des gens qui défendaient des intérêts particuliers. Et donc ça, c'était pour moi quelque chose d'inacceptable. Mais il y a des Ivoiriens qui se moquaient éperdument que des milliers d'Ivoiriens meurent. Ça, c'est aussi une réalité dans beaucoup de ces pays. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, ce type de crise peut se multiplier et où on peut toujours arriver au même résultat qui va donner l'impression que les Africains sont incapables, mais ils ne sont pas incapables. Mais il y a un profil d'incapable qui a beaucoup de pouvoir et un peu trop de pouvoir. Alors on va prendre une dernière question et puis on va clore cette émission. Il y en a trois questions. Alors madame, s'il vous plaît. Je suis ivoirienne et depuis la crise, je suis là, j'observe, j'écoute. Et vraiment, je remercie beaucoup M. Onana, M. Mattei, M. Oudin pour tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème qui me préoccupe en ce moment. Les prisonniers politiques. Personne n'en parle. Les gens sont en train de mourir. Et je crois hier, j'ai dû voir sur le net, Michel Gbagbo est encore convoqué au tribunal parce qu'il a dit qu'il y avait plus de 250 prisonniers politiques. Alors là, je voudrais savoir, les journalistes, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette histoire ressurgisse, que tout le monde le sache. Parce que tout le monde dit, Ouattara, c'est comment ils disent ça, c'est un démocrate. Un démocrate. On a vu tout ce qu'ils ont fait comme fait. Et les Ivoiriens, là aussi, je n'ai pas compris. Moi, je croyais qu'on serait sorti pendant la manifestation de l'UA et l'UE pour quand même attirer l'attention des gens. Et rien n'a été fait. Et d'autre part, M. Onana disait qu'il avait remis déjà, je crois, quelque chose concernant ce qui était en train de se tramer. Et bon, là, il ne peut pas nous dire, il sait à qui il a donné, pour que la Côte d'Ivoire soit prévenue qu'il allait se passer, qu'il y a un grand danger qui se préparait contre nous. Rien n'a été fait, mais on a compris. Très bien, merci. Sur les prisonniers politiques, j'en ai un petit peu parlé parce que j'ai eu la liste, moi, je l'ai, qui a été établie par Michel Gbagbo, on a été transmise, des prisonniers politiques actuellement détenus.
j'essaye d'en faire un bon usage, c'est-à-dire de me faire connaître, mais on revient au problème de l'information, c'est difficile. Mais c'est vrai que cette liste existe et à ce jour, il y a, pas 250, mais je crois qu'il y a 156 ou 158 détenus politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 250. Et c'est Michel Gbagbo qui a établi cette liste, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait des problèmes. Et le traitement de cette liste-là, les gens en parlent. À Abidjan, je vous signale, pendant qu'on parle, qu'il y a 2 journaux pro-Gbagbo qui sont suspendus pendant 15 jours parce qu'ils ont écrit le jour du début du sommet « Bienvenue au pays des détenus politiques ». 15 jours de suspension des journaux pour ça. Michel Gbagbo a été renvoyé encore une fois au tribunal. Ça a été reporté hier au 12 ou 13 janvier. La liste de ces prisonniers politiques est sur le bureau du ministre des Affaires étrangères français, sur le bureau de M. Macron, et on en parle régulièrement quand on rencontre les gens. Paris aussi. Et quand je dis Macron, c'est Paris, etc. Et ces gens en Côte d'Ivoire, quand on parle où on est suspendu pour le journal, où on est renvoyé au tribunal pour Michel Gbagbo, mais il y a un député qui n'est pas du parti, ni du RDR, ni du parti de Gbagbo, qui s'appelle M. Méambli, qui est d'ailleurs venu voir Gbagbo 2 fois à la prison, je l'ai croisé à La Haye. Il est venu, il a déposé la liste des prisonniers politiques au ministère et au président de l'Assemblée nationale. Il est rentré à Abidjan, personne ne lui a rien fait, parce qu'il est député à l'Assemblée nationale ivoirienne. Ils n'osent pas l'arrêter parce qu'il n'est pas comme Michel Gbagbo ou d'autres. Le problème, c'est que l'État ivoirien aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Il y a un monsieur avec un petit clan qui survit, qui absorbe l'économie et la finance du pays. Il y a une population qui se paupérise de jour en jour, même dans les parties, dans les couches moyennes de la population. Il reste un tout petit... Je lisais encore hier d'une journaliste que je connais bien, une franco-malienne qui était à Abidjan, qui travaille pour Le Monde, Abiba Niakité. Elle a fait un article hier sur les fast-foods qui se créent à Abidjan, Burger King, etc. Mais elle dit, le prix d'un Burger King à Abidjan, c'est 10 jours de salaire du salaire moyen à Abidjan. Un burger. Vous allez au Burger King, vous achetez un burger, vous allez bouffer 10 jours de votre salaire. C'est mauvais. Hein? Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Donc, avec ce qui vous reste, vous allez vous retrouver. Et comme l'assurance maladie en Côte d'Ivoire, elle ne marche pas très bien avec Ouattara, vous êtes fini. Donc, aujourd'hui, il y a une toute petite, un tout petit groupe qui prend toute la Côte d'Ivoire. C'est comme si on avait une tête énorme, un tout petit corps qui représente tout le reste du pays. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et ce n'est pas un problème d'être pro-Gbagbo ou anti-Gbagbo. C'est un problème que les gens, un matin, vont se lever et puis ils vont aller massacrer les gens qui ont quelque chose. Ça peut absolument pas durer. Abidjan, aujourd'hui, c'est un journaliste de Reuters qui a écrit très bien il y a quelque temps, la Côte d'Ivoire est un volcan. Comme dans un volcan, on sait qu'il y a le feu, mais on ne le voit pas. Je lui rajouterais, sauf le jour où le volcan explose. Et personne n'a le jour et l'heure, mais ça va exploser. Alors on va prendre encore une question, s'il vous plaît. Moi, je suis Fatou, je suis de la résistance ivoirienne et panafricaine. Je suis anciennement fonctionnaire à la francophonie. Enfin, en ce moment, c'est à l'ordre du jour. Moi, je voulais venir sur le déroulement du procès. Bon, je suis arrivée en retard parce que j'avais un engagement à honorer. Je ne sais pas si le sujet a été abordé. Bon, on a eu la chance ou la malchance de suivre le procès via la télévision Afrique 24 ou sur Internet. Et depuis le début, franchement, on a l'impression d'assister à la commedia dell'arte. C'est d'un ridicule. Je vais vous arrêter, madame. On a vraiment largement abordé ce point j'étais pas là. en votre absence. Voilà, j'étais pas là. Mais moi, je voulais savoir, mais je vous posais la question. Oui, mais je vous réponds. Est-ce que les avocats, à un moment donné, tout le monde s'est posé la question, ne faut pas jeter l'éponge, parce que ce n'est plus un procès. Simplement, pour parler du procès, le 28 janvier 2016, quand il s'était ouvert, on a assisté aux premières séances et à l'heure du déjeuner, on est sorti de la CPI et il y avait un très grand meeting sur le parking qui était à côté de la CPI. Il y avait 2-3 000 personnes. D'ailleurs, moi, ils m'ont poussé un peu à dire un petit mot de salutation aux uns et aux autres. Mais il y a une journaliste panafricaine qui travaille pour un réseau Internet qui m'a posé la question en dehors de la tribune, en vis-à-vis. Sur le coup, je lui ai fait une réponse que sur le coup, j'ai regretté.
Mais aujourd'hui, je ne la regrette plus. J'ai dit, on n'avait fait qu'une demi-journée. Hein. J'ai dit, la CPI, c'est Shakespeare à Disneyland. Et je pense qu'on a tout résumé. Dernière question, monsieur. Oui. Donc ma question, c'est un peu le prolongement de ce que a dit mon ami Fatou concernant la CPI. On sait que la CPI, on sait bien qu'elle fait traîner le procès à longueur parce que son but, c'est que Ouattara aille jusqu'au bout de son mandat. Ça, c'est une première chose. Bon, à moins que ça explose avant, ce qu'on souhaite aussi, mais on aurait voulu que ça se passe dans des conditions plus calmes que ce que l'on craint. Il y a quand même un dilemme qui se présente. C'est que, ça aussi bien concernant la presse, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet se considèrent en mission là-bas. Se considèrent en mission, ça veut dire qu'ils veulent que le procès aille jusqu'au bout, pour que la partie défense intervienne, pour qu'on sache vraiment, pour que le monde entier connaisse la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Or, si on arrête le procès maintenant, ce qui serait aussi logique, enfin qu'on le libère, parce que ce n'est pas possible de garder éternellement dans ces conditions-là, si on les libère maintenant pour vice de procédure, ou suite aux révélations de Mediapart et tout ce que l'on sait déjà, si on le libère maintenant, le doute va rester, il ne sera pas blanchi aux yeux du monde, aux yeux de la population, il ne sera pas blanchi. Il y aura toujours ce doute, et la presse pourra récupérer justement ce doute pour éviter d'avoir à être confronté avec tous les mensonges qu'elle a racontés avant. Donc voilà, il y a à la fois le souhait que le procès aille jusqu'au bout, pour que la vérité, pour que tous les témoins de la défense puissent parler, révéler au monde entier tout ce qui s'est vraiment passé, et puis aussi le désir de les libérer, parce que c'est quand même quelque chose de très injuste, et sachant que si on le libère maintenant, tout le monde, enfin le pays, c'est le meilleur vœu qu'on puisse faire pour la Côte d'Ivoire. François Mattei va répondre. Non, ce qui est envisagé là pour l'instant, c'est une libération provisoire qui n'empêcherait pas la poursuite du procès en détenu libre, enfin en comparaison libre, prévenu libre plutôt. C'est ça. Et il faut évidemment que la CPI se prononce sur ce dossier, et elle le fera. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'il soit ce qu'il devrait être depuis au moins 2013, si on considère qu'il n'aurait jamais dû y aller, mais au moins depuis 2013, où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de charge, qu'il soit au moins libre d'aller. Je pense que c'est une des questions qui se posent de négociation entre les avocats et la CPI pour être sûr qu'il se présentera, etc. etc. Je pense il y a aussi une chose, c'est ça. J'en ai parlé récemment avec les intéressés. Ils veulent effectivement que le procès aille au moins jusqu'au début des témoins de la défense pour enfoncer définitivement le dernier clou du cercueil de la CPI. Et on va y arriver. Mais ça n'empêche pas qu'on peut, entre-temps, avoir la liberté provisoire, qui est autre chose. La liberté provisoire d'un côté, la poursuite du procès jusqu'à un certain point de l'autre côté. Mais je pense d'abord la liberté provisoire de Gbagbo va entraîner des modifications, même dans l'état d'esprit des Ivoiriens. Parce que j'avais dit un jour que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire après la CPI, il y aura plus de monde pour l'accueillir que si Drogba rapportait la Coupe du Monde. Et pour les Ivoiriens, ça veut dire quelque chose. C'est pas rien. Donc ça veut dire que, comme on dit à Abidjan, ça va être gâté. Et le simple fait qu'il va mettre son pied en dehors du 32 Station-Weg, qu'on connaît bien, ça va déjà. Il y a eu, il y a quelques années, une rumeur dans Yopougon que Gbagbo était en liberté provisoire. Mais toute la soirée dans Yopougon, on ne pouvait pas retenir les gens. Et on leur a dit, c'est pas vrai. Ils ont mis 2-3 heures à comprendre que c'était pas vrai, mais il a fallu les ramener chez eux. Alors, imaginez que ce soit vrai, que Gbagbo apparaisse. Il y aura un effet de souffle terrible, qu'il rentre en Côte d'Ivoire ou qu'il reste à Bruxelles. Et Blé Goudet. Et Blé Goudet, parce que il faut savoir depuis le début, hein, et pour les gens qui vont nous écouter, nous entendre, quand on dit Gbagbo, on suppose Blé Goudet derrière. Parce que j'ai dit à Blé Goudet une fois, ta chance définitive à la CPI, c'est le procureur de la CPI qui te l'a donné, en jouxtant les deux dossiers. S'ils avaient fait un dossier Blé Goudet et un dossier Gbagbo, je crains qu'on avait libéré Gbagbo et qu'ils aient gardé Blé Goudet pour la bonne bouche, en se disant, on a quand même quelqu'un. Mais là, en liant les deux dossiers,
ils ont sauvé Blé Goudé définitivement. C'est une erreur de leur part, parce qu'au départ, ça a été probablement, c'est ce que expliquait Altit, l'avocat, quand ils ont vu qu'ils arrivaient en bout de course sur ce qu'ils pouvaient faire sur Gbagbo et que ça allait échouer, ils ont joint le dossier de Blé Goudé pour essayer de prolonger encore la plaisanterie et d'alourdir le dossier. Voilà. Au départ, c'était ça, apparemment, la stratégie. Quel est l'intérêt de Ouattara d'envoyer le président Gbagbo à la CPI? Si vous pouvez répéter la question. Sachant qu'il se tire mal dans le pied en faisant ça. Mais il faut connaître Ouattara. Il faut connaître psychologiquement Ouattara. Ouattara a une peur bleue de Gbagbo. Ouattara, le simple fait qu'on lui dise aujourd'hui que Gbagbo risque de sortir, il est tétanisé. D'ailleurs, Ouattara, il a construit une nouvelle résidence à côté de l'hôtel du Golfe. Et un des gros coups du chantier, c'est l'héliport interne. Il y a une piste d'hélicoptère à l'intérieur, parce que pour partir à tout moment. Il partira à tout moment. C'est pas Gbagbo. Gbagbo, il n'est pas parti. Quand Compaoré est parti, on le sait par des écoutes téléphoniques, etc., il y a un proche de Compaoré qui appelle un président africain, dont je tairai le nom. Et le président africain lui dit, le proche dit, si on espère rétablir la situation ce soir, c'est le jour où l'Assemblée nationale a brûlé, 2 jours avant le départ de Compaoré. Et le Moro Naba est dans le bureau de... Moro Naba, c'est le chef religieux des Mossi, est dans le bureau de Compaoré avec le général Louga. Et l'interlocuteur dit ça au président africain qui dit, mais est-ce que Blaise a prévu pour la sortie? Est-ce qu'il a garanti sa sortie? C'est-à-dire que les types, leur idée, si ça se passe mal dans leur pays, c'est de foutre le camp. Gbagbo, il n'a pas foutu le camp une seule seconde. Il a dit, je suis là, c'est la Constitution qui m'a dit que j'étais là, ils vont me tuer. Il a dit le dimanche après-midi, je sais par les gens qui étaient à la résidence ce jour-là, rentrez chez vous, c'est pas vous qui cherchez, c'est moi. Et tous les gars ont dit, on reste. Et c'est pour ça que certains amis de Gbagbo ont été arrêtés en même temps que lui, alors qu'ils n'étaient même pas dans la politique. Et ils ont fait 18 mois à Bouna ou à Boundiali, etc. Donc, c'est l'état d'esprit de Ouattara et du clan autour de Ouattara. Quand Soumaoro, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, le secrétaire du RDR, dit « Si Gbagbo revient, si les pro-Gbagbo reviennent, il faudra qu'on se sauve avec nos familles et nos enfants. » Il l'a écrit, c'est dans le journal. Voilà leur état d'esprit. On est au pouvoir, on se goinfre, les autres arrivent, il faut qu'on se sauve. Pour eux, c'est une logique interne du système. Et Gbagbo, il dit, mais moi je rentre en Côte d'Ivoire, ils seront plus présidents peut-être si la population le veut bien, et ils auront voté. Mais moi, Soumaoro, il a fait des bêtises. Eh ben, il se fait élire député ou pas, sinon il va au village. Gbagbo, il n'en a rien à faire de tout ça. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et si Gbagbo ne revient pas rapidement en Côte d'Ivoire, le volcan va péter. Eh bien, merci. Pour cet échange vraiment de haut niveau, je trouve. Et en tout cas, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, alors que c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis plusieurs années. Alors, je précise quelques ouvrages si vous souhaitez aller plus loin. J'ai déjà mentionné vos 3 ouvrages, donc je vais en mentionner d'autres. Celui du professeur Raymond Koudou-Kessier qui a failli venir à cette émission mais qui malheureusement n'a pas pu venir, qui est l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en Israël. Donc c'est un ouvrage... C'était l'ambassadeur au moment de Marcoussi. Et donc il est le co-auteur avec François Hubert Oulaye d'un livre qui s'appelle « Le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, justice ou imposture », sorti chez l'Harmattan. Également « J'accuse Ouattara » de Théophile Kouamouo, qui est sorti aux éditions du Gris-Gris. Donc Théophile Kouamouo, qui était le journaliste, correspondant pour l'Humanité, Le Monde et Le Point. Surtout d'intégrer le média, le nouveau... Ah, le média, le média proche de la France Insoumise. Et donc il y a ce DVD, Gbagbo contre la France-Afrique, qui a été tourné il y a quelques mois, donc par Investigation. Donc une conférence, il y avait une dizaine d'intervenants, dont vous-même, Bernard Oudin. Et François Mattei, excusez-moi. Voilà. J'ai oublié. Je ne l'ai pas encore vu, on vient de me le donner aujourd'hui. On était nombreux. Et j'étais passé ce jour-là, mais je n'étais pas resté. Alors, cet ouvrage également, Roland Dumas et Jacques Vergès, qui ont tenté d'alerter l'opinion publique à l'époque des faits. Donc, le livre s'appelle Crime et fraude en Côte d'Ivoire et il est sorti aux éditions Edith. Donc merci beaucoup à tous les 4 d'avoir animé cette émission avec moi. Il y a le très bon bouquin aussi de Fanny Pigeot, France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, voilà, qui est une bonne synthèse avec des choses
importante. C'est bien remis en perspective. Et Fanny Pigeot, qui est donc la journaliste de Mediapart qui a rencontré Gbagbo en prison cette année et qui a également écrit les révélations pour le consortium de journalistes sur la CPI. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Guerre et Paix. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.